Bonjour et bienvenue dans cette Pastavox numéro 3. Je suis Grémont, animateur sur cette émission, et j'ai avec moi Manu, Bonjour, je suis Manu. ainsi que Thomas. Bonjour, troisième numéro quand même. De toute façon, j'espère qu'on n'aura pas la malédiction du 3. Hein. Ah ouais, Après le 3, soit ça va être nul, soit il n'y a plus rien. On va se On touche concentrer. du bois. Et donc aujourd'hui nous allons parler de la photographie, et nous avons avec nous aujourd'hui Marie. Bonjour, Alors vas-y, présente-toi. du coup je suis Marie, j'ai 21 ans, je fais de la photo depuis quelques mois déjà, et sinon je suis étudiante en LLCER, donc langue, lettres, culture étrangère et régionale à Amiens, ce qui n'a absolument rien à voir avec la photo. C'est la accessoirement. citadelle, ça? Ouais, notre belle citadelle. Bordélique, Qui ressemble à une prison. mal organisée, des chiottes qui marchent plus, c'est génial. Par contre, j'ai vu qu'ils n'ont pas les murs en jaune. Ah, incroyable. Ah, C'est- Il y a des ça va endroits, vite, il y a hein. des endroits très très sympas. Hein. Il y a une cage d'escalier magnifique à 17h, on a une lumière sublime, mais c'est le seul truc. c'est pas Clairement, ouf pour étudier. clairement, le reste on s'en fout. Vu le coup du bordel, Ah bah 35 dans une classe prévue pour 20, c'est... J'adore. Ils avaient fait un sujet dans le quotidien. Alors tu as aussi un nom qui c'est Isaac Lovegood. C'est ça, Donc ça c'est sur ton... Instagram. Sur Instagram, c'est un peu ton pseudo, tu veux qu'on t'appelle Isaac Non, Marie c'est très Marie, bien. ça très bien, plus facile aussi. Hein. Oui, bah, c'est le prénom le plus commun qui existe, du coup J'avoue. pas difficile à retenir. Ok, et donc nous avons aussi Baptiste. Salut, moi c'est Baptiste comme tu viens de le dire et moi j'ai fait 2 ans à Amiens en fac d'art. J'ai commencé la photo environ à l'âge de 15 ans. J'ai commencé par le numérique en fait et après par curiosité je me suis un peu mis à l'argentique. Et après 2 ans à Amiens donc j'ai tenté le concours des Beaux-Arts de Metz et donc maintenant je suis aux Beaux-Arts de Metz en Master 1. Félicitations. Félicitations, bravo. Merci. Beau parcours, très beau parcours. Et donc tu te définissais aussi comme photographe et plasticien. C'est ça, je suis photographe et plasticien. Je suis avant tout plasticien, mais disons que la photographie, ça a été un peu ma porte d'entrée vers l'art en tout cas. Et aujourd'hui, la pratique reste quand même... Enfin, la photographie reste quand même une grosse partie de ma pratique. Ouais, si tu as commencé De à plasticien. 15 ans, ouais. C'est ça, ouais. Disons que l'image a une place vraiment décisive dans mon travail, Ok, bah, plus c'est parfait. globalement. C'est parfait puisqu'on va parler d'image aujourd'hui. Génial. Et bah du coup, on peut peut-être enchaîner sur ce que tu fais actuellement, si tu es sur un projet ou un truc. Ouais, carrément. Là, en ce moment, je suis en master, mais cette année, je développe beaucoup de projets à côté. J'ai un collectif artistique qui s'appelle Nuit Partagée, sur lequel on bosse autour de sessions musicales, de rendez-vous, d'expositions. Donc, c'est pas spécifiquement de la photographie, mais ça intègre quand même toujours la notion d'image, de narration, etc. Sinon, à côté, j'ai aussi plusieurs projets photographiques en cours qui sont plus ou moins rattachés à ma recherche de mémoire et dont un projet qui s'appelle Cristallographie qui est en cours, qui travaille sur l'idée de lien entre la possibilité de... Enfin, qui travaille entre le lien entre corps et cristaux. Comment on peut... comment dire, gérer le paradoxe d'un matériel très froid et d'un corps vivant. D'accord. En ce moment, j'ai une série photo comme ça qui se développe avec plusieurs personnes. Ok, bah Ouais. c'est très précis en tout cas. Enfin, C'est ça. on comprend bien Ouais. l'enjeu de ce projet. Et tu bosses qu'en argentique du coup? Je bosse les deux. Tu bosses Je les bosse en argentique et en numérique, mais là maintenant je bosse beaucoup plus en argentique. Ouais. Ok, ouais. Et du coup, tu développes, t'as un labo là-bas Ouais, je peux développer mes photos. Enfin, j'ai appris en fait. J'ai appris à développer par moi-même. Et ensuite, le tirage, j'ai appris à l'école. D'accord. Du coup, ouais, généralement, j'essaye de gérer le processus au maximum, intégralement, pour avoir un contrôle total sur le résultat final, quoi. Ok. Et tu as un labo chez toi? Est-ce que tu en as fait? J'ai le matériel, mais j'ai pas assez de place. Du coup, je bosse soit dans un labo associatif ou soit au labo de l'école, quand c'est ouvert. Ouais. Ok, ouais. Et le labo associatif, il est accessible gratuitement Il est accessible, tu peux en fait, tu payes à Ouais. l'heure et après tu D'accord. peux y accéder comme tu veux. Ça coûte combien à peu près? C'est à peu près, je crois, moi avec mon tarif étudiant, je paye 7 € de l'heure, donc ça va, c'est pas très Ça va. cher. Ça va. En 1 heure, t'as le temps de développer, je sais pas, moi j'ai déjà peut-être fait quoi, 4 ou 5 pellicules, Oui, effectivement. plus un peu de tirage à côté, enfin généralement c'est... Et puis bon, avec l'habitude. Si tu ça gères va bien plus ton vite, temps, quoi. ouais, tu peux même être plus productif. Moi je prends mon temps, donc c'est vrai que Ouais. Oui. je préfère en fait, mais...
C'est plus rassurant de prendre son temps. Ouais, c'est ça, oui. mais il y a des gros techniciens de labo qui t'enchaînent 10-15 pellicules, quoi, avec des grosses cuves et tout, donc ça dépend vraiment, mais moi je bosse toujours à ma propre échelle, en fait, je fais pas de... Oui. Ça, c'est parce qu'ils sont à 7 € près, tu sais. Vite. Je veux pas perdre 14 euros, Ça non. reste un budget, l'argentique. C'est vrai que ça coûte cher, la pellicule. Ouais, déjà. C'est un peu cher, les mais produits, le il y a papier, plus cher quand même que l'argentique. Par exemple, bientôt, je suis en train de travailler sur des projets de tournage en Super 8 et en 8 mm, enfin en double 8 mm, voire en 16 mm, et là, c'est vrai que c'est des coûts beaucoup plus chers, qui sont du coup des coûts de vidéo, mais avec un même procédé, une même matière, parce que finalement c'est la même matière physique, c'est beaucoup plus cher, quoi. On va sur, je sais pas, 70 € peut-être la pellicule Super 8, achat de la pellicule plus développement, quoi. Donc c'est vrai que c'est des coûts qui sont un peu plus élevés, ouais. Non, l'argentique, c'est ce que je disais la dernière fois encore à une amie, on peut s'en sortir relativement pour pas très cher. Le matos, on le trouve souvent en brocante. Les produits les plus accessibles sont à 10, 15, 20 balles. Ça peut être géré pour un petit budget d'étudiant. Ouais. Ok. Donc En tout cas, pour du noir et blanc. La couleur, c'est plus spécifique. c'est encore autre chose, ouais. Ouais, c'est plus compliqué. Il y a plus de bains, il y a des températures à respecter. Disons que l'avantage du noir et blanc, c'est que c'est assez comment dire? C'est moins capricieux. Ouais, c'est moins capricieux et tu peux le balader un peu partout, quoi. Sans avoir de grosses machines pour chauffer l'eau, etc. Sans avoir de thermomètre. Tu vois, c'est beaucoup plus simple, ouais. Ok, ouais. Et du coup, une fois que... Enfin, là, tu es sur ces projets-là, au niveau de la diffusion. La diffusion, alors moi je travaille beaucoup, en fait j'ai plusieurs moyens de diffusion. J'ai Instagram qui donc me sert pour montrer mon travail en cours, donc des choses qui sont pas forcément abouties mais qui en même temps peuvent être montrées aux gens et peuvent faire réagir les gens, ou en tout cas qui les informent de ma production, de ma progression, etc. Et j'ai aussi mon site en fait, qui est un cargo collective, et où je peux justement poster des travaux qui sont déjà en soi beaucoup plus aboutis. Si ce n'est fini, ou... Okay. Voilà, et sinon après, la diffusion, mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure, moi j'ai aussi un portfolio. Aujourd'hui, en tant que photographe, même en tant qu'artiste plasticien, le portfolio a aussi une un gros poids en fait. Ouais. Disons qu'aujourd'hui... C'est ton CV quoi, quasiment. C'est ça, c'est ta CV. carte de visite quoi. Ouais, Ouais. c'est ça, CV, carte de visite. Ça te permet de te présenter et de montrer ce que tu fais. Et, donc c'est aussi des compétences qui sont de plus en plus demandées en fait. Ok, alors je le rappelle, c'est que d'habitude, et là on va le faire aussi, on met les liens dans la On description. met tous les liens. Donc voilà, si tu veux, ton site, on site, va le d'accord, mettre, si tu ton veux. Insta, d'accord. Voilà, enfin. à vos Insta et vos sites. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez. On fera un rappel à la fin. On fera un rappel de toute façon à la fin, mais si là vous voulez déjà avoir une vision de ce que font nos invités, c'est disponible. En description. En description, tout à fait Thomas. Et sachant que voilà, aujourd'hui c'est un gros défi pour nous, parce qu'on va parler de photographie et on est une émission purement audio. Donc, C'est sûr que Et c'est un on challenge. mettra peut-être des images dans le. On y pensait. Limite, je coupe, on couperait, mais. Je sais plus qui m'a proposé ça, je trouve que c'est une bonne idée. Les deux personnes qui m'ont dit ça. les images dans le. Ouais, dans la vidéo. Ouais, possible. Après, Je sais pas si- Après, il y a beaucoup de gens qui écoutent les podcasts comme ça, tu sais, qui posent le téléphone Oui, ou bien sûr. l'ordinateur Non, mais et après, qui regardent pas spécialement. Tout à fait, mais justement, C'est c'est que un c'est petit pas plus. un écran. ça peut être un plus. Oui, ça peut être Si vous êtes d'accord, éventuellement, mettre Moi, ça me dérange pas. deux, trois images. Ouais, de toute façon, on reparlera de ça à la fin. On vous enverra ce qu'il faut. Ok, bon. Donc, et la diffusion, donc purement internet en fait, de ton côté. Ouais, Internet, ouais. Disons qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se passent par le web. C'est tellement pratique en même temps. C'est ça. On peut toucher tellement de gens en tellement peu de temps, Mhm. sans y mettre de moyens. Clairement, c'est purement gratuit. Ah, mais c'est pour ça qu'on fait cette émission. hein. C'est non mais c'est génial Internet en vrai. Pour, Faites des dons, s'il vous plaît. En vrai, un ticket. Payez-nous. un jour. Non vraiment Internet ça sauve la vie quand on est photographe ou même artiste de l'image en général. Ou artiste tout court, hein. Je pense à la musique c'est pareil mais... Puis il y a une grosse révolution quand même avec Instagram qui aujourd'hui est quand même utilisé par de plus en plus d'artistes comme des portfolios en soi. Donc Ouais, c'est ça ça. aussi c'est une autre question, mais aujourd'hui certains réseaux peuvent aussi finalement servir
De book. Ouais, de Ouais, book, c'est ça, carrément. c'est Ouais. Bah, Carrément. c'est vrai qu'envoyer un portfolio par la poste, c'est beaucoup plus compliqué que de montrer un Instagram. C'est plus compliqué, et puis on Mais c'est touche plus beaucoup sérieux. plus de gens quoi, Aussi. avec les réseaux. Ça permet de toucher énormément de monde, et voilà, quoi, c'est une sorte de monde en soi. Quoi. Puis ça rend l'art plus accessible aussi, je C'est trouve. ça. Ouais. Il y a une Parce sorte qu'il y a d'accessibilité beaucoup de gens comme qui, ça. en dehors d'Instagram ou en dehors d'Internet, n'iront pas voir d'expo, n'iront pas faire de musée ou de je ne sais quoi, et qui, avec ces réseaux-là, ont tout à portée de main, littéralement, sur Ça, des c'est clair, smartphones. oui, c'est clair. C'est le côté pratique, vraiment, et accessible. C'est ça, on touche tout le monde, partout, de tous les âges, de tous les horizons. Ça, et en plus, toi, ça t'apporte un bénéfice parce qu'au moins, ça te montre qu'est-ce que tu peux travailler, qu'est-ce que tu fais comme C'est production, comme photo. Totalement. On a un vrai suivi de la visibilité de ces choses-là. C'est vraiment très, très pratique. Tout à fait. Après, le seul revers de la médaille, si je puis dire, sur les réseaux sociaux, je pense que c'est d'être noyé dans la masse Oui. de photographes et de pseudo-photographes. Oui, c'est ça. Puis, du coup, on se pose beaucoup de questions et on se demande ce qu'on pourrait faire en plus. Et on tombe facilement dans le piège de faire comme les autres et de plus garder sa propre identité pour faire plus de vues. Donc ça, c'est encore un autre problème des réseaux. Et c'est un piège dans lequel vous êtes tombés tous les deux ou non ou Pas vraiment, parce vous que arrivez à résister à la tentation? moi, par exemple, Pour j'utilise l'instant. Instagram, mais j'utilise pas de hashtag, par exemple. C'est un choix de ne pas vouloir me hashtagiser et de vendre aussi mon travail sous comment dire, des hashtags qui finalement sont pas du tout représentatifs de... Donc j'œuvre un peu finalement en indépendant, et les gens qui me follow, ceux qui me follow pas, mais voilà, je garde une certaine liberté, et je compte pas vraiment sur le chiffre en fait de followers, ou c'est un truc dans lequel je suis pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui avoir un petit réseau c'est important, mais c'est pas tellement représentatif d'Instagram. Ouais. Je suis Instagram, il y a beaucoup d'anonymes, il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout du milieu professionnel, donc c'est voilà, faut savoir prendre le positif comme le négatif aussi. Ouais. Je pense. D'ailleurs, dans tous les d'expérience personnelle, comme je dessine, moi j'utilise beaucoup les hashtags et je sais que ça a un petit côté un peu putassier. Ah oui, clairement. Parce que, alors, ce qui est drôle, c'est que on met plein de hashtags et la moitié des likes sont des likes de gens que tu connais pas. Des robots. C'est ça, ouais. Ce qui est hyper drôle, c'est que du coup, tu envoies ton truc, 5 secondes après, tu as des likes de gens que tu connais pas. Et Manu, il avait fait des vidéos pour Inktober, il avait fait des vidéos. Des vidéos, ouais. Et des vidéos d'1 minute. Une seconde après avoir mis, j'ai plein de likes. Nice pick. Ouais, j'adore son travail et tout, alors en anglais et tout, alors que. Oui, c'est en français, en plus, qui devait rien comprendre. Enfin, Voilà, Je pense que vous avez déjà eu ça. Oui, c'est déjà Oui, arrivé ça pas m'est mal de arrivé, fois, des gens qui popent de nulle part, des Des cours qui n'ont commentaires rien à qu'on voir. voit. ouais, des c'est gens aussi ça. qui viennent voir, viens liker mon truc. Oui, c'est ça, ce genre de choses. Ah, c'est Ouais. déjà sur Et Skyblog. du coup, hein. si tu fais pas de hashtag, est-ce que tu fais des codes promo? Bah, en fait, moi, je suis surtout les gens dont j'aime le travail, donc je suppose que les gens peuvent aussi agir de cette façon et prendre cette même logique, en fait. De se dire, voilà, j'aime C'est- cet artiste, j'aime son travail, alors je le suis directement. Moi c'est ma façon de faire. C'est vrai un qu'après, plus, il y a... quoi. Ouais, il y a plein de possibilités, c'est vrai que c'est assez ouvert Instagram, et aujourd'hui, il y a énormément de possibilités, ouais. Ouais. Par contre, j'ai pas de page Facebook, etc. Disons que j'ai un peu du mal avec les pages Facebook dans la mesure où je trouve qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont tendance à se trop proclamer quelque chose sans forcément peser le travail derrière et sans forcément acquérir une conscience aussi de la lenteur nécessaire au travail. Et c'est peut-être même encore plus récurrent sur Facebook, ce phénomène des pages de pseudo-photographes Oui. qui se lancent. Clairement. Et moi, je me retrouvais pas trop là-dedans, quoi. J'avais pas envie de me rattacher à ça, en fait. Ouais, bah ça, c'est un noble Ouais. choix de ta part. Après, voilà, il y a des gens qui le font très bien et qui gèrent très bien, mais c'est pas... Il y a plusieurs logiques, en fait, aussi de diffusion, et ça dépend aussi de ce qu'on fait, et de ce qu'on cherche, et de qui on a envie de toucher. Moi, c'est vrai que je suis pas trop dans ce truc, je fais pas du... Comment dire je pense que mon travail était peut-être plus abordable avant, photographiquement, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, c'est quand même beaucoup plus restreint. Parce que je suis plus sur de la photographie plasticienne, et donc je sais par essence que ça va toucher moins de gens. Mais je l'accepte, en fait. Ouais, Donc, c'est... c'est aussi un truc... Tu fais c'est ce qui aussi te plaît vraiment. Ouais, c'est aussi des choix après qu'on fait en fonction de son travail, en fonction de la cohérence qu'on a envie de donner à son travail, et de la portée qu'on a aussi envie de lui donner. Par exemple, moi je favorise beaucoup plus les projets d'exposition, ou les projets de résidence, ou ce genre de choses,
plutôt que voilà, Alors voilà, les réseaux. ça c'est intéressant parce que du coup, oui, dans la diffusion, on pensait aussi aux expositions. C'est ça. Bah, disons que ça en fait vraiment partie intégrante. Pour Bien. moi, c'est vraiment de la diffusion aussi en soi. Mais l'exposition, c'est aussi un travail supplémentaire dans la réflexion et dans ce que tu vas décider de montrer. C'est-à-dire que tu dois réfléchir à une narration aussi d'une certaine façon. Une exposition, aujourd'hui, c'est pratiquement de l'écriture, c'est presque un scénario. Tu choisis un motif de recherche, tu choisis une direction, tu écris des textes pour amener les gens, pour amener ton travail aussi. Donc, il y a de la diffusion, mais il y a aussi une grosse réflexion en plus qui fait que c'est pas juste montrer ses photos dans un lieu, dans des cadres. Enfin, moi, je crois qu'aujourd'hui, vraiment, l'exposition, c'est peut-être même encore plus compliqué que montrer son travail sur Instagram. Ouais, bah disons que déjà, sur Instagram c'est très numérique, donc voilà. Virtuel, c'est ça. Voilà, donc, parce que bon, le travail de monter une exposition, c'est un gros travail, parce que pour avoir aidé les rendez-vous de la bande dessinée, en étant bénévole, ouais, on se prend la tête pour monter. T'as toutes les questions d'accrochage derrière, etc., voilà, qui sont aussi très longues à faire mûrir. Voilà. Et ceux qui ont préparé les expositions, ils ont réfléchi à, comme tu dis, une narration, enfin une cohérence en tout cas, dans le travail. Tu peux pas balancer un best-of de tes photos, ça marche pas en best-of. Ouais, ça marche pas en fait. C'est sûr que c'est assez complexe. Et en même temps, c'est un bon exercice, mais qui est aussi plein d'inattendus. Une exposition, c'est aussi beaucoup d'énergie dépensée, tu vois. Souvent beaucoup d'inattendus, des choses qui vont pas forcément dans le sens que tu voudrais imposer, insuffler. Faut savoir aussi gérer avec l'imprévu, chose que tu n'as pas vraiment sur Instagram, donc ouais, c'est un monde en soi, quoi. Je crois vraiment que c'est un monde en soi, l'exposition, ouais, carrément. J'en suis pas là, hein, loin de là. Alors, mais du coup, oui, parle-nous aussi un petit peu de ce que toi tu fais actuellement, Marie. Ce que je fais, moi pour l'instant, je fais beaucoup de portraits. Parce que avant, il y a vraiment deux phases dans mon travail. Il y a eu mes débuts en photo qui datent d'il y a quelques années maintenant déjà. Oui, j'ai dit que je faisais de la photo depuis quelques mois, mais je fais de la photo portrait depuis quelques mois. D'accord. Avant ça, j'ai un appareil photo dans les mains depuis que j'ai 13-14 ans. Je prenais beaucoup mes amis en photo. Puis j'ai fait beaucoup de paysages, beaucoup de photos très... j'ai le terme moody en anglais, mais après en français... À ambiance ? Ouais, voilà, ambiance, quelque chose. Donc j'en faisais moins souvent, mais ça avait vraiment un but bien précis. Je voulais retranscrire une émotion bien précise dans ce que je faisais. Et maintenant, je fais principalement du portrait parce que j'en ai eu marre, en fait, de faire la même chose tout le temps. Et l'avantage avec le portrait, c'est que la photo sera constamment différente en fonction de la personne qu'on prend en photo. Et on fait des rencontres incroyables comme ça, on rencontre plein de gens. Moi, je travaille beaucoup en intérieur chez moi et je fais venir énormément de gens chez moi, du coup. Donc, c'est des lieux qui se ressemblent, c'est des photos qui vont se ressembler, mais qui n'auront jamais la même ambiance grâce à ce que le modèle pourra dégager sur cette photo, justement. C'est pour ça que pour moi, c'est très très important de travailler au naturel, en fait. Je retouche pas la peau, je retouche pas ces choses-là. Je demande jamais à un modèle de s'habiller d'une façon particulière, de se maquiller d'une façon particulière. Parce que pour moi, je veux la personne dans son entièreté, en fait. Je veux la voir. Capturer son âme et C'est son essence. exactement ça. C'est vraiment ça. Je comprends totalement. Ouais. C'est très très important pour moi, ce côté-là. Donc c'est un peu une collection de visages. Moi j'appelle ça ma collection. Ça fait très psychopathe dit comme ça. C'est vrai que quand je regarde ton Insta, il y a plein de visages. C'est vraiment, ça. C'est plein de visages. Avec très peu de mise en scène, toujours de la lumière naturelle. Et tu prends toujours le même plan, c'est-à-dire gros plan, quoi. Tu te concentres vraiment sur le visage. Je vais me concentrer vraiment sur le visage, mais après je vais beaucoup utiliser les bras, les épaules, les cheveux pour les filles, ce genre de choses. J'ai pas eu de cheveux longs pour l'instant chez les garçons, mais ça viendra. Mais j'utilise vraiment beaucoup les mains, les bras, tout ce qui peut accentuer l'expression en fait. Mais tout se fait dans le naturel du modèle. Je ne vais pas forcer une modèle qui est très renfermée à mettre une main en l'air, une main dans les cheveux ou je ne sais quoi, pour donner un style à la photo. Non, ça ne m'intéresse pas. Par contre, si j'ai une fille ou un garçon très aérien, qui parle beaucoup avec les mains, qui utilise beaucoup son corps pour s'exprimer, là, je vais mettre en avant le corps justement pour faire ressortir l'émotion que je voulais faire ressortir. Ouais, tu gardes une forme de cohérence en fait avec le modèle et son esprit. C'est ça. J'ai eu une conversation super avec un photographe il y a peu de temps et on avait deux visions complètement différentes. Lui, il faisait de la photo pour lui
Et moi, je me suis rendu compte que je faisais de la photo pour les autres. Alors ça fait un peu bizarre dit comme ça, je la fais pour moi aussi, mais je me mets à disposition de l'autre pour le mettre en avant en fait. C'est vraiment ça, je suis un outil pour aider la personne. Et c'est ce côté-là dans la photo qui me plaît beaucoup. Un petit côté thérapeutique. Un petit peu, mais j'aime bien dire ça, hein, mais je suis psy parfois. C'est vraiment, il y a des gens que je connais pas, que j'ai jamais vu de ma vie, que je reverrai sûrement jamais, et qui me racontent leur vie, en long, en large et en travers, qui vont me raconter des choses qu'ils n'ont pas forcément dit à d'autres personnes, des choses très très personnelles qui vont vraiment rester entre lui et moi. Et c'est très, très gratifiant en fait de se dire la personne arrive à s'ouvrir. Et c'est très important aussi, parce que c'est très intime une séance photo. Ouais. Quand on est seul face à l'objectif comme ça. J'imagine qu'en fait, il y a deux sortes de photos. Enfin, peut-être on parlait aussi plus tard, mais c'est que la photographie a été beaucoup diabolisée par rapport à tout ce qui est paparazzi, qui est un peu le vol de l'intimité. Et c'est pour ça que, en fait, si toi, c'est vachement cool parce que t'as l'air d'arriver à mettre en confiance la personne qui devient consentante. C'est ça. Et du coup, la personne va d'elle-même t'offrir ses histoires. Un petit bout de lui, c'est vraiment ça. Je capture un petit morceau de la personne. C'est. Parce que je pense qu'avec. Alors, ça doit arriver que chez d'autres photographes ou même dans des boîtes, les gens travaillent par commande ou par. Quelque chose de beaucoup plus à la chaîne ou beaucoup plus. Beaucoup moins personnel en tout cas. C'est ça. Ouais. Non, moi, pour mon travail, c'est vraiment important d'avoir cette intimité, ce lien avec le modèle. De toute façon, je le vois. Si je n'arrive pas à mettre la personne en confiance, ou s'il n'y a pas un lien qui se crée entre la personne et moi, la photo, elle sera, je dirais pas ratée, hein, ça sera une très belle photo, surtout si c'est un très beau modèle. Mais moi, je serais pas satisfaite de ma photo. J'aurais l'impression qu'il manque quelque chose, que j'ai pas fait le boulot que j'aurais dû faire. Ouais. Du coup, ça m'est arrivé 2-3 fois déjà d'avoir des gens comme ça avec qui le lien passe pas. Ça arrive, il y a des gens qu'on rencontre, on peut pas forcément s'entendre tout de suite. Du coup, c'est assez difficile de créer quelque chose dans l'espace de 2 heures. Mais c'est soit le problème vient du modèle et qui n'arrive pas à s'ouvrir, soit c'est moi qui n'inspire pas confiance ou juste l'alchimie se fait pas. Et ça se ressent sur la photo, vraiment, c'est assez fou. Ouais. Dans ces cas-là, je me pose même pas la question, j'essaye même pas de changer quoi que ce soit. Je me dis, cette séance-là, elle est ratée. Pour moi, elle est ratée. Tu n'es pas satisfaite. C'est ça. Tu penses que le modèle, il le sent aussi ? Oui, clairement. Ouais. J'ai un souvenir comme ça d'une nana que j'ai croisée au tout début, quand j'ai commencé à faire du portrait comme j'en fais maintenant, donc cet hiver. Très sympa, on a bien discuté, c'était très agréable, mais il y avait une retenue, il y avait quelque chose de... Le lien se faisait pas. Et ni elle ni moi n'avons été satisfaites des photos. Elle a pas aimé les photos, moi j'ai pas aimé mes photos. Du coup, c'est assez difficile aussi quand on débute d'entendre un modèle dire en fait j'aime pas. Du coup, on se remet un peu en question et tout. Et après réflexion, je me suis rendu compte qu'en même c'était parce qu'on s'était pas entendu comme il fallait. Je dis comme il fallait, comme si c'était obligé, mais dans mon cas, j'ai besoin de m'entendre avec la personne. Et qu'est-ce que t'en as fait de ce travail-là du coup ? Je l'ai gardé. Tu l'as gardé ? Je garde tout. Je garde absolument tout, toutes mes photos. Une fois que j'ai fait le tri, j'ai dégrossi la chose. Oui, donc au final, tu considères pas que c'est raté, mais au moins c'est une expérience. Non, je garde, c'est une expérience. Voilà, c'est une expérience en plus. Ça m'a permis de comprendre un peu ce que je voulais dans la photo aussi. Et mais je l'ai gardé, je l'ai pas publié, pas que je sache. Ou peut-être que j'ai dû en publier une. Mais j'ai pas publié ces photos-là, je les ai pas partagées, et puis je les ai gardées pour moi, je me suis dit. C'est ça. C'est quand même. Ça fait partie de l'histoire de ton travail. C'est ça. On dit qu'on apprend nos erreurs. Pas forcément, j'ai pas forcément envie de considérer ça comme une erreur. Non, mais c'est un couac. C'est une erreur de parcours, c'est. Je sais pas. On fait tous, on se donne tous du mal pour quelque chose, et il y a forcément un moment où ça bloque, et voilà. Mais on apprend de ça un peu, et on essaye de comprendre pourquoi aussi ça ne fonctionnait pas. Et là maintenant, je pense que t'as l'air, en tout cas quand tu nous en parles là, t'as l'air vraiment consciente de ce qu'est ton travail, et ce que toi tu t'es aussi imposé dans le sens d'un point de vue émotionnel, et ce contrat de confiance que tu as avec le modèle, quoi. C'est ça. Et peut-être pas tous les photographes font ça, tu vois, ou du travail différemment, tu vois, mais je pense qu'on a tous une vision différente de la photo. C'est pas parce qu'on a ce contrat de confiance, c'est pas parce qu'on n'a pas ce contrat de confiance avec le modèle qu'on fera forcément une mauvaise photo. Il y a des gens, il y a des très très grands photographes qui fonctionnent un peu à la chaîne pour des grands magazines et qui font des photos incroyables. C'est juste qu'ils ont une attente différente de leurs photos, ils ont une vision différente de ce qu'ils veulent, et
Moi, je recherche l'émotion, je recherche l'intimité. D'autres vont rechercher l'esthétique pure. Ouais. Et la photo sera quand même très belle. Ça dépend vraiment du travail de l'autre, je pense. En tout cas, dans vos deux cas, c'est un travail de patience pour vous. C'est pas un travail de rendement, Oui. Enfin, dans vos deux... Oui, totalement. Disons que... Oui, ça prend du temps de toute façon, une séance avec un modèle, mais je trouve que Marie a apporté quelque chose d'assez juste sur ce rapport au modèle. Moi, je sais que j'ai commencé exactement de la même façon. Disons que j'ai un rapport aussi très intuitif et très, très relationnel à la photographie. Donc c'est vrai que tu sens quand les choses vont pas marcher. Ouais, et généralement aussi, c'est aussi un gros travail en amont en fait. Moi, généralement, je prends le temps de parler avec le modèle, d'aller boire un café avec. Il y a une sorte de nécessité aussi de confession qui se noue dans la photographie. Finalement, tu concèdes et tu confies quelque chose à l'autre, que ce soit ton image, que ce soit une part de ta vie. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est des rapports qui peuvent pas être faussés, en fait, qui sont nécessairement dans l'intuition. Et moi, quand j'ai commencé la photographie à la faculté, où je travaillais beaucoup avec des modèles, justement, j'étais déjà, en fait, dans cette logique, quoi. Et, enfin, si on peut appeler ça une logique. Et c'est vrai que ça m'a toujours aidé, paradoxalement. Enfin, en tout cas, ça m'a toujours aidé à être dans une forme de spontanéité, quoi. Ouais. Ok. J'aurais une question pour Marie, du coup, pour rebondir sur le côté intime avec le modèle. Est-ce que c'est toi qui vas chercher le modèle ou est-ce que le modèle Ça dépend. va venir vers toi? Ça dépend vraiment. D'accord. Donc le modèle, mais est-ce que le modèle, par exemple, tu lui proposes, par exemple, est-ce qu'il peut avoir une certaine réticence, par exemple, par rapport à un complexe ou quelque chose comme ça? Ça arrive assez souvent. J'ai beaucoup de gens qui viennent vers moi pour reprendre confiance en eux. Suite à une prise de poids, une perte de poids, de l'acné. C'est souvent des filles, c'est un peu dans le cliché, mais c'est souvent des filles qui viennent me voir parce qu'elles traversent une période un peu compliquée de leur vie et puis elles ont besoin de renouer avec leur image. Et du coup, là, elles viennent vers moi parce que mes photos leur plaisent, parce que je pense qu'elles doivent y trouver une certaine sincérité, une certaine confiance dans ce que je fais. Du coup, elles se disent que mon travail peut leur convenir et dans ce cas, moi, je suis là pour les aider à reprendre confiance en elles, à leur montrer qu'elles sont belles, en fait, telles qu'elles sont, dans leur entièreté, sans artifice. C'est pour ça que je dis, je ne retouche pas la peau, je ne demande pas de make-up en particulier. Elles viennent exactement comme elles le veulent, dans leur quotidien, ou dans dans un côté très naturel ou très maquillé. J'ai eu des filles qui sont venues toutes pouponnées, très bien habillées, très bien maquillées, juste spécialement pour la séance photo, parce qu'elles pensaient qu'elles seraient mieux comme ça, et dans ce cas, moi, je travaille avec ce que j'ai, en fait. Je veux vraiment qu'à la fin de la séance, la personne se dise « Waouh, c'est moi, en fait, c'est moi, mais en mieux. » Parce que souvent, quand on se regarde dans le miroir, on se dit « Oh, bof, hein. » Et quand on se prend en photo, moi je sais que quand je me prends en photo, quand je me vois en photo, je me dis oh là là. Et du coup, j'ai beaucoup de gens comme ça qui me disent ouais, non, je suis pas photogénique, je déteste ce terme être ou ne pas être photogénique. Ça veut absolument rien dire. On est tous photogéniques, entre guillemets. C'est juste que. Il faut trouver l'angle, il faut trouver la patience de chercher aussi, parce que souvent maintenant, un des autres problèmes d'Instagram, c'est qu'on a l'impression que tout le monde est beau comme ça. En fin de compte, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a 800 photos derrière qui sont moins belles. C'est ça, donc c'est... Le problème avec Instagram, en fait, et ça c'est vraiment même quelque chose qui touche la sociologie. En fait, le problème d'Instagram, c'est que tout le monde met le côté positif. C'est ça. Et en fait... enlève tout le côté négatif et du coup c'est vrai que du coup ce qui peut être intéressant c'est de retrouver ce côté un peu authentique. Ça c'est vraiment original parce que tu vas mettre toujours en avant ce qui est positif dans ta vie et c'est pour ça, mais il faut voir aussi que tu as certaines personnes qui vont aller sur Instagram, ils vont déprimer parce que justement ils vont se dire mais putain mais à côté mais j'ai une vie de merde. On passe notre temps à se comparer à des idées, à des nanas ou à des gars et ça c'est un vrai problème parfait entre guillemets. Et du coup, ça m'arrive souvent d'avoir des filles qui me disent mais non, cette photo elle est pas bien, regarde, on voit mes boutons, on voit mes bourrelets, parce que j'ai fait de la lingerie et compagnie. Mais non, c'est pas ça la vie. La vie c'est tes bourrelets, c'est tes boutons, c'est ta cellulite, c'est tes cheveux mal coiffés, c'est l'authenticité de la personne. C'est vrai que c'est dommage parce que d'un côté, j'ai remarqué par exemple, notamment sur Twitter, que tu as certaines personnes qui vont réussir à assumer leur complexe et passer outre en se prenant en photo.
mais c'est noyé généralement par des gens qui vont se prendre en photo, mais qui sont magnifiques, et ils vont venir en mode « Ah, je suis dégueulasse » ou « j'aurais pas dû la publier ». Et du coup, ça casse totalement le truc. C'est assez incroyable. Parce que j'ai vu ça récemment, en fait, c'était un hashtag, alors je n'ai plus le hashtag en tête, et en fait, c'était un hashtag qui était spécialement pour les personnes qui ont vraiment un complexe et qui doivent le mettre en avant, entre guillemets, pour s'assumer. Un peu comme ce que tu fais dans ton travail, au final. Si la personne elle est complexée, grâce à la photo, elle va réussir à décomplexer parce qu'elle va découvrir, en fait, que c'est quelque chose de c'est pas forcément... Ça fait partie d'elle, en fait. C'est intérieur, voilà, c'est ça. Et en fait, j'ai remarqué que du coup, en allant sur le hashtag, que tu avais des personnes mais qui montraient leurs abdos et tout, ils disaient je suis complexé par mon poids, n'importe quoi. Mais ça c'est un appel au secours entre guillemets, c'est vraiment moi je me sens pas bien dans mon corps, montrez-moi que je n'ai pas de raison de le faire. C'est ça, c'est comme j'ai plein de copines qui ont fait ça, mettre des photos sur Facebook ou Instagram en disant je suis pas jolie, et en fin de compte non, la nana cherche juste à avoir des compliments derrière, et en soi c'est une forme de thérapie aussi, il n'y a pas faut pas mettre le doigt, faut pas taper sur ces gens-là, c'est juste des gens qui sont vraiment complexés, même si nous on a l'impression qu'ils ne le sont, ils n'ont aucune raison de le faire, mais je suis sûre que même le mannequin le mieux gaulé de la planète, le matin quand il se lève, il se dit mais ça pourrait être mieux, ou ça pourrait être mieux, ou je ne sais quoi. Du coup c'est pour ça que c'est hyper important à travers la photo justement d'avoir le regard de quelqu'un d'autre en fait, d'avoir le regard du photographe moi j'ai le cliché du photographe qui aime tout le monde, qui trouve que tout le monde est beau, je pense que j'ai beaucoup de photographes autour de moi qui sont comme moi, qui disent moi je vois pas la beauté, je vois la beauté partout, et c'est vrai en fait, ça paraît cliché comme ça mais c'est vrai, tout le monde est beau. Alors d'ailleurs tu m'as même dit une fois tu dois avoir beaucoup de personnes à trouver les gens non. Oui, c'est ça. Oui, ça, tu n'arrives pas à trouver les gens moches. Oui, non, j'en suis incapable. Tu m'avais dit, la première fois c'est impossible pour moi. C'est vraiment... tu vois, quelqu'un tu trouves beau enfin. Voilà, incroyable. Merci pour cette vanne, Thomas. Il fallait relancer l'émission devenait beaucoup trop sérieuse, il fallait faire une blague. Mais oui, tu me disais que tu n'arrivais pas à trouver... J'y arrive pas. Pour moi, on a tous un détail, quelque chose, même un truc qui peut paraître insignifiant pour quelqu'un d'autre, qui va embellir la personne d'un coup. Ça peut être une oreille, ça peut être un nez, ça peut être une globalité, ça peut être une couleur de cheveux, une façon de s'habiller. Juste le regard, parfois il y a des gens, ils ont un regard qui est juste sublime en lui-même. Je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui me marque beaucoup, ces petits détails. J'adore chercher, quand je rencontre de nouvelles personnes, ou surtout des modèles justement, j'adore chercher le petit détail qui les rend encore plus beaux justement. Ouais, tu les scales un peu. C'est ça, moi je suis un scanner vivant sur pattes. C'est le côté psychopathe qui ressort. C'est quoi notre petit truc On va pas voir. Tu nous as assez scruté là, ça va? Oui, toi c'est ton sourire, toi c'est ta boucle d'oreille. Ne me dis rien. Et toi je te dis rien. C'est encore plus gênant. Attends, moi je sais. J'aime pas qu'on me scanne. Bah c'est mal parti alors. Ouais, c'est vrai. Alors, je trouve que c'est le regard. Alors, du coup, on parle de la beauté. Ce qui m'attire chez toi, Manu. Ça y est, la déclaration en live. Il va le couper, ça. Il va le couper. J'essaie de me couper quand je... Il faut vraiment que c'est la place. Bah, du coup, on parlait de la beauté et justement, je pense qu'on y a plus ou moins répondu, peut-être même pour vous deux, mais... La question de l'esthétique. L'esthétique, ouais, c'est... En fait, j'allais venir aussi, c'est que moi je dis souvent, même quand je fais de la médiation à l'image dans les collèges ou pour des gamins qui sont en CM2 ou en CM1, je leur dis toujours qu'il n'y a pas de mauvaise photographie en fait. Que même une photographie floue, tu peux y trouver quelque chose d'intéressant dans le rendu, et ça rejoint un peu l'idée que tu peux trouver de la beauté dans tout. Et de la poésie dans tout surtout. Donc il y a aussi ça, mais c'est lié finalement à une sorte d'idée préconçue qu'on nous impose aujourd'hui dans la société depuis toujours en fait, qu'il doit y avoir une forme d'art qui serait à la fois belle, esthétique, et de l'autre côté le reste, alors que pas du tout. C'est moins divisé que ça, et je trouve que parfois effectivement on peut trouver de la beauté dans tout, quoi. Ouais, bah, y a le fameux exemple de Baudelaire qui était poète et qui a fait un poème qui s'appelle Charogne. Et du coup, voilà, il fait de la poésie sur cet aspect crade, de ce que nous on voit comme crade. Je crois que Victor Hugo avait fait un truc aussi sur les égouts.
Ah ouais? Ouais, je crois bien. Ça m'étonne pas. Mais voilà. Je crois bien. Du coup, c'est aussi le défi de prendre à contre-pied ce qui est beau de manière canonique dans nos sociétés. C'est ça. Et de jouer avec ça en fait. Mais je rejoins aussi Marie, j'ai aussi ce truc de trouver quelque chose toujours chez les gens. Je sais pas si c'est lié du coup à une sensibilité de photographe, mais je pense qu'il y a aussi, je sais pas, peut-être une volonté aussi parfois d'aller à l'essence des choses, surtout quand on crée. Le monde est déjà trop rempli de couches, de surfaces, d'apparences. Donc c'est bien aussi en tant qu'artiste, en tant que photographe, de pouvoir déconstruire et de pouvoir montrer que les choses sont belles autrement ou belles comme elles sont. C'est ça, je suis entièrement d'accord. C'est marrant que tu parles des couches, puisque du coup, tu utilises le mot strat dans ton descriptif. Ouais, c'est ça, mais on est noyé dans des strates et disons que c'est bien aussi de déconstruire parfois. Moi, tout le travail d'un artiste plasticien aujourd'hui, justement, c'est de jouer avec des strates, de déconstruire les strates de la société, de les réinventer, de rajouter des choses dessus, de créer des fictions, et finalement c'est à peu près la même chose en photographie. On peut aujourd'hui, la chance je pense de créer, c'est qu'on peut choisir en tout cas de révéler des choses qui sont totalement noyées et qui pour autant sont magnifiques. Et moi en tout cas c'est aussi ma volonté. Je sais que j'ai rarement fait de souvenirs, j'ai rarement fait de shooting où j'ai demandé voilà, habille-toi de cette façon. Mais ça, moi j'aurais plus tendance à aller vers une forme de minimalisme où je dis non, justement, retire les bijoux, retire. Enfin, tu vois. Oula. Non, mais seulement les bijoux. Mais voilà. C'est l'être aussi qui est intéressant à photographier, plus que la couche. C'est un métier très humain, justement. Ouais. Et du coup, tu retires les couches aussi. Voilà. Ça Merci Thomas. Mais du coup, dans cette, on va faire un petit parallèle avec ces couches et retirer chaque chose. Aussi, il existe aussi les photos, tu disais de lingerie, mais aussi de nu. Vous avez déjà pratiqué Le nu, j'en fais beaucoup. J'en ai fait beaucoup. Disons que l'intérêt pour moi, c'est de revenir aussi à une forme d'état premier du corps, c'est-à-dire pratiquement un état qui est relatif à ce qu'on est au départ. Quand on est nu. Enfin voilà, il y a quelque chose de très primaire pour moi dans la nudité et je la traite souvent de manière très, très désexualisée. En tout cas, j'essaye de retirer un maximum de sexualisation. Après, il peut toujours y avoir une forme de désir ou d'érotisme ou de... Enfin, comme dans tous les travails, je veux dire, la création, c'est du désir par essence. Vouloir travailler avec quelqu'un, avoir un coup de cœur pour un modèle, c'est une forme de désir déjà. Oui. Mais je pense que le nu, moi, je le traite vraiment comme une sorte d'environnement en soi, quoi. J'essaye de prendre le corps comme un paysage, pratiquement. De travailler sur les courbes, de travailler sur les lumières, de lui redonner aussi une place dans le monde qui soit éloigné aussi de tout ce qu'on lui a imposé au fil des siècles, que ce soit par la publicité, par le porno, toutes ces choses finalement par les réseaux sociaux, qui ont finalement aussi inculqué une vision du corps très, très éloignée de ce qu'il peut être et de ce qu'il peut devenir. Un peu hypocrite ou faux. Et un peu hypocrite, donc il y a finalement tout un travail à faire quand tu travailles le nu. Le premier travail, c'est déjà aussi de mettre en confiance, mais après c'est aussi de déconstruire aussi tes propres schémas mentaux pour ne pas réimposer, j'ai l'impression, des imageries préexistantes. Donc le nu est un exercice très très difficile pour ça. Et j'en ai fait beaucoup, mais je m'y frotte de moins en moins aussi pour ces raisons, parce que tu te noies facilement en fait. Tu te dis que le nu a une histoire millénaire et que c'est un motif qui a été un des plus traités dans l'histoire de l'art. T'as l'impression de tourner en rond un peu? Ouais, peut-être. Sur le nu, peut-être, ouais. Ouais, je crois, ouais. Disons que les choses reviennent régulièrement et tu as tendance à finalement répéter et reconvoquer les mêmes motifs. Chose que tu fais peut-être pas quand tu travailles sur des formes un peu plus portraits ou abstraites, ou qui demandent en tout cas une remise en question permanente.
Non, ouais, le nu c'est très difficile. Ouais, c'est vraiment difficile pour ça. Je n'ai pas fait encore de nu. C'est un projet. Mais pour l'instant, je me sens pas prête. D'accord. Enfin, c'est... Ouais, tu prends ton temps. Voilà, je commence, Du coup, je il y a une débute. préparation à faire. Ouais, voilà. Mhm. Mais déjà, quand on voit la force du... Enfin, la force du lien qui peut se créer avec le modèle, rien qu'avec du portrait, et le côté... l'intimité qui se crée, justement, je me dis, le nu, ça doit être encore plus... plus intime, ouais. Encore plus violent, en fait, au niveau de la charge émotive. Moi, je suis quelqu'un de très empathique, donc je ressens très très fort les choses. Et je me dis, rien qu'avec un portrait, tout ce que je peux ressentir, alors si j'ai la personne dans son entière nudité, moi je vais en prendre trop dans la figure. Je vais chialer, je vais me rouler en boule dans un coin et ça n'ira plus. Ouais. Non, j'exagère en disant ça. Mais elle avait dit qu'elle me trouvait beau. Non, mais par contre, c'est quelque chose que j'ai très très envie de faire, justement pour les mêmes raisons, parce que pour moi, le nu, c'est tout sauf de la sexualité. C'est clair. Dites ça aux réseaux sociaux. Oui, voilà. Mais c'est quelque chose d'excessivement naturel et c'est de la beauté à l'état brut en fait. Ouais, c'est vraiment la personne dans son entièreté. C'est vraiment l'âme clairement qui ressort par la peau. Et Mais j'ai fait de la lingerie justement, c'est entre les deux. Et puis, une passerelle pour toi de... ça a été c'est un premier pas vers ça. Puis j'ai envie d'entamer le nu sûr de moi. J'ai pas envie de mettre un modèle à nu devant moi pour au final lui dire bah non je suis désolée j'ai merdé, c'est pas c'est difficile, ouais. Non, c'est pour ce que l'instant je me j'allais sens dire pas en prête. fait. Tu portes une vraie responsabilité aussi vis-à-vis de ton modèle et vis-à-vis de ce qu'il te confie quoi, quand tu fais du nu, et c'est peut-être la chose la plus intimidante même pour moi aujourd'hui, hein. J'avoue que je crois qu'on s'y fait vraiment jamais. Il y a une intimité qui est quand même extrême, et c'est vrai qu'il faut pouvoir se mettre déjà dans un état mental, et c'est très particulier déjà quand, je sais pas toi Marie, mais quand moi je fais de la photo, je suis dans ma bulle en fait, vraiment, avec le modèle, mais c'est ça, le nu c'est accentué, mais c'est encore pire, tu te sens coupé du monde en fait, t'entends rien, et finalement ce qui est assez étrange même quand tu fais du nu, c'est que tu vois pas la nudité en fait, t'es tellement focalisé sur ce que tu fais, sur le besoin d'être très technique pour mettre en valeur l'autre, pour dégager au maximum ce que tu as envie de dégager dans ton projet, que tu l'occultes totalement la nudité. Ou en tout cas tu la conscientises, mais pas comme une nudité au sens où tu la vivrais dans ton couple ou ailleurs. C'est une forme tu de la vis différemment. Mais après, comme tu as dit que tu désexualises direct, déjà dans ton travail, donc du coup au final t'as pas de... ça te choque pas, ça te perturbe pas, c'est bon. Après, l'érotisme par exemple peut être très intéressant. Je connais des gens qui s'investissent de ces questions autour des enjeux féministes, etc. Mais c'est très difficile, et moi je suis un mec, donc j'ai pas ce même rapport aussi à la photographie érotique que pourrait avoir une fille qui serait dans ce discours du... moi voilà, je prends en photographie des femmes qui veulent déjà se désirer pour elles-mêmes, et enfin tu vois, parce que dès le moment où t'es un garçon quand même, t'es pas dans ce même... tu peux pas parler à la place de l'autre en fait, sur certains sujets pour moi. C'est exactement ça. Et je me permettrais pas, je pense, de le faire de cette façon. Donc c'est vrai que tous ces enjeux, je les laisse un peu de côté, et je les laisse aux gens aussi qui savent le faire brillamment. Ouais. Mais je préfère ça plutôt que de faire quelque chose de maladroit. Peut-être, qui serait maladroit, totalement. Et de ce qu'on a entendu de toi, je pense que tu lui dirais mal de faire quelque chose comme ça de manière maladroite et de... Je lui dirais mal parce que ça serait totalement opposé à mes idées et à mon ouverture justement sur ces sujets. Et comme à mes engagements. Il se noue un contrat avec... C'est ça, ouais. C'est une forme de pudeur qui n'a rien de... qui n'est pas du tout liée à la nudité en fait. C'est pas parce que la personne est à poil qu'on va être pudique, c'est parce qu'elle va nous offrir quelque chose de tellement fort que... je sais pas, il y a quelque... Enfin, c'est... Ça t'émeut. Voilà, c'est vraiment ça. Mais après, j'en fais des tonnes, moi aussi. Comme j'ai dit, je suis quelqu'un de très très émotif, très empathique. Bon, on sait ce qu'il faut faire pour te faire pleurer. On fait la poêle, ça y est, c'est fini. Dans un coin. Non, mais ouais, voilà, je ressens l'autre, vraiment, c'est assez particulier. Toi, t'aurais dû amener ton appareil photo. Hein. Dans les voilà, allez, tout le monde à poil. Manu, il est enchanté de nous. J'en ai pas photo si tu veux là. Au boulot.
boulot. T'as des beaux yeux, Manu. Alors, cette première partie de l'émission est déjà longue. En fait, on pensait vraiment faire quelque chose de beaucoup plus court, mais à mon avis, ça va être encore plus long. C'est clair. Et c'est vachement, on est très content. Pardon, on a On des a choses coupé à des dire. trucs sur ce que j'ai dit et tout. Mais, Non, on coupera d'accord, rien. je pense que là, tout ce que vous avez dit tous les deux, c'est. On va peut-être génial. couper des questions plutôt. Voilà. Des questions qu'on posera pas, je pense. Après, voilà. Des là, questions qui sont moins pertinentes aussi. on a aussi pas mal avancé sur la partie un peu de l'univers. Disons que j'ai l'impression que l'émission commence que maintenant en fait. Oui, Tu vois, oui. au départ, Pareil. on Ça fait une n'est heure, hein. pas dedans. Ça fait- Finalement, les choses les plus intéressantes commencent à sortir là, quoi, depuis Ouais. 20 minutes peut-être. Oui, oui, donc, Ouais, c'est ça, ouais. Mais, Faire du montage. ouais, ouais. mais donc, Tout à bah, on va peut-être faire une pause bientôt. Là, on a parlé pas mal de ce que vous faites et ce que vous avez testé, ce que vous aimeriez faire. Mais donc, c'est une question toute bête, mais à long terme, être photographe, on pourra parler après de la profession photographe dans la deuxième partie. Mais être photographe, c'est quelque chose qui vous plairait de gagner votre vie comme ça. Enfin, c'est Bah, évidemment. évidemment. Ouais, Quand on nous dit ça, Bon, oui, c'est une question bête que je évidemment. pose, mais Mais moi déjà j'ai beaucoup de mal à dire que je suis photographe. Je me sens pas légitime. ouais. C'est vraiment, je suis pas photographe, je suis capteuse d'images. Voilà. Je sais Tu pas. es quelqu'un qui fait de la photo. Oui, voilà, je suis quelqu'un qui fait de la photo. J'ai un super appareil et du coup je fais de très belles photos. Voilà, ça s'arrête là. Je me sens Mais pas. c'est plus pour photographe quand même, on va pas Oui, se mais je sais lâcher. pas, je sais pas, on attend tellement de choses Un côté de sacré, ce mot-là. Ouais, voilà, Mm. pour Ça moi un devient peu photographe convenu, c'est. quoi. C'est vrai que. Mm. Ouais. Non, j'aime pas Je l'idée suis de me dire d'accord. photographe. C'est de la modestie. C'est presque mal Non, vu. c'est même pas, Ouais. c'est même Non, pas non, ça. mais c'est. Genre, ah, je t'es comprends. photographe. Ah, ok, ouais. Tu as, tu sais, Ah ouais, donc Il y a d'accord, ça ça, aussi. tu vas direct. Et Mais ben, non. voilà. il y a plus de ce côté. Bah, en fait, quand on a préparé l'émission, il dit des photographes. Non, Donc qu'est-ce qu'on fait là, on s'en va? on va renommer l'émission des gens qui prennent des photos. Non, mais je sais pas, c'est tellement fort comme terme. Puis moi, je me sens pas artiste, je me sens Mais pas en quoi tout que ce cas, soit. enfin, Ah Que ouais. c'est particulier, ouais. Non. Tu te sens pas artiste. Bah, pour se sentir- C'est en plus Non, super mais artiste. c'est mais ça je peux comprendre parce qu'en fait c'est on intéressant. a un peu un complexe de merde, c'est que tant qu'on ne gagne pas notre vie avec ce qu'on fait, on te condamne. Mhm. Enfin, Il y a un peu de ça. c'est Ouais. un complexe que peut te mettre Bah, beaucoup vous ferez un d'institutions, le Tipeee, on gouvernement, donnera tout de ça. l'argent. Disons que le statut vient avec les accomplissements, j'ai l'impression. Ouais. Et moi, je sais que j'ai Reconnaissance, peut-être. je me définis plus non plus comme photographe. J'ai longtemps voulu être photographe. J'ai même longtemps voulu faire une école de photographie et me focaliser que sur ça. Puis je me suis rendu compte que la dimension plasticien m'offrait beaucoup plus de liberté et beaucoup moins de cases en fait que la photographie en tant que telle. Moi, j'avais envie de pouvoir continuer la sculpture à côté. J'avais envie de pouvoir continuer la vidéo, le son. Que des choses qui auraient peut-être été un peu trop bridées dans la photographie. Donc je préfère aujourd'hui dire que je suis plasticien et que je fais de la photo à côté. Ok, et, ouais. et la photographie, c'est vrai que je le garde comme quelque chose de plus personnel, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, je comprends. D'accord, et ben on va faire une petite pause Très bien. et voilà, donc on se retrouve. Tout de suite. Après, Tout de suite, les gens. après la page des pubs. Non, Ça va rapporter de la thune, la pub. Ouais, non, mais non. Elle veut être photographe, donnez-lui de l'argent. Allez, à tout de suite.
Donc voilà, dans la deuxième partie de l'émission. J'espère que tout le monde s'est bien reposé. Et du coup, une petite question qu'on voulait aussi poser, un peu plus, pour avoir plus de précision. Comment ça se passe un shooting photo en fait, Marie, parce que... Comment ça se passe? Alors, passer l'étape de la sélection du modèle, même si moi je sélectionne pas spécialement. Si quelqu'un a envie de shooter avec moi, on y va. Allez. Parfois c'est moi aussi qui vais vers la personne, mais peu importe. Sinon, le déroulement en lui-même, comme j'ai dit, je travaille beaucoup chez moi, surtout en ce moment, et à Amiens, vu qu'il fait rarement beau, et que je m'y suis mise cet hiver, du coup c'est bien pratique. Donc je fais venir la personne chez moi, on prend... je prévois souvent 1h30, 2 heures, mais en soi j'ai pas de timer, donc c'est en fonction de la personne, de l'alchimie qui se crée, machin. Et donc la personne vient, on discute souvent la première demi-heure de ce que la personne attend des photos, de si elle a des complexes, si elle veut mettre quelque chose en avant en particulier. J'essaie de comprendre un peu ce qu'elle attend de moi. Puis ensuite, on échange des banalités, on parle de nos vies, on parle de tout, de rien, des cours, de la vie en général, des amis, de tout ça, pour apprendre à cerner un peu la personne. Je pars du principe que je me comporte avec la personne en face de moi comme si je la connaissais depuis 10 ans. Comme si je l'avais perdue de vue pendant un moment et que d'un coup je la retrouvais et que je voulais prendre des nouvelles de sa vie. Donc comme ça, tout de suite, il n'y a pas ce côté étranger en fait. Je pars du principe que la personne, je la connais et je reste aussi naturelle avec elle que si je l'avais été avec un ami. Et du coup, ça aide beaucoup à mettre l'autre en confiance en fait. Ensuite, du coup, une fois qu'on se sent prêt, on y va. Je guide la personne dans la pièce, je l'installe, je lui parle en même temps, et puis j'ai mon appareil photo dans la main, et on continue la conversation comme si de rien n'était, et de temps en temps, clac, je capture un truc. Quand j'ai ce que je veux, je capture quelque chose. Puis du coup, j'ai des gens qui savent parfaitement poser, donc qui vont se mettre en avant tout de suite, qui vont connaître leurs angles. C'est très pratique, parce que moi j'ai rien à faire, du coup, juste à prendre la photo. Et sinon, j'ai des personnes qui sont plus réservées, qui n'ont jamais fait ça, et là, c'est moi qui vais les guider, qui vais les mettre en avant, qui vais leur dire... bouge un peu la tête sur le côté, lève un peu le menton, tiens-toi à droite, ce genre de choses. Des banalités, mais je vais pas non plus la mettre en scène, une jambe en l'air, un bras en l'air, ce genre de truc. Sauf si la personne a envie de faire ça, alors là, dans ce cas, aucun souci, on y va. Hein. Soyons fous, danseuse, pourquoi pas. Et puis au fur et à mesure, je montre ce que je fais. Même si la photo elle est brute, ça m'est égal en fait. Vu que je retouche très peu, je montre directement, comme ça on voit ensemble ce qui plaît, ce qui plaît pas. S'il y en a une à refaire parce qu'on aimait bien la lumière ou parce qu'on aimait bien la pose, mais la tête ça n'allait pas, donc on refait. Puis la séance se déroule comme ça en fait, doucement, comme si on prenait un café avec un ami, mais qu'on faisait des photos en même temps. C'est assez ludique. D'accord. Voilà. Puis après, tu as un petit travail de post-prod. Un petit, ouais. Je change la couleur, la lumière, l'ambiance en fait. Je vais essayer de retranscrire par la retouche ce que j'ai ressenti à ce moment-là. L'amplifier. Ouais, voilà, c'est ça. Si c'était une séance très mélancolique, je vais utiliser des tons très froids. Si au contraire c'était une séance plutôt dans la joie, dans la bonne humeur, je vais utiliser des tons plus chauds, ce genre de choses. Très simple. D'accord. Okay. Voilà. Et toi, pour toi, Baptiste, moi, alors quand j'ai un projet, je commence tout d'abord par l'annonce. Je fais des annonces sur les réseaux sociaux, sur mes réseaux, sur Instagram. Je mets la forme dans l'annonce parce que j'estime que quand tu mets la forme, les gens viennent plus facilement vers toi. D'ailleurs, la dernière fois, c'était drôle sur un groupe de promo d'Amiens, d'ailleurs, un mec s'est fait engueuler parce qu'il avait totalement... Enfin bref. Mais c'est des choses qui peuvent porter à confusion, donc bien comment dire, cerner déjà l'intention de son projet, c'est déjà chouette pour les autres. Déjà, ça leur permet de se projeter, de se dire, bon voilà, j'ai envie de travailler avec lui. Ensuite, en amont, généralement, je travaille sur ce qu'on appelle des mood boards, c'est-à-dire que je prends mes inspirations, que ce soit des lieux, que ce soit des ambiances, des grains, des objets, pour les visualiser en fait, et visualiser ce que je vais construire ensuite dans ma photographie. Une fois que j'ai le lieu, j'en parle au modèle, je discute avec lui, on se rend sur place. Moi, je travaille généralement en argentique, donc j'ai pas tellement cette possibilité de regarder les photos directement. Donc c'est aussi un rapport qui est très direct et qui demande aussi à beaucoup visualiser. C'est pour ça que j'utilise ce système, en tout cas, d'images que j'accumule avant. Et voilà, la séance généralement se déroule. Je prévois aussi beaucoup de choses pour le modèle. S'il fait froid, j'essaye de prendre une couverture de survie et tout. C'est des trucs quand même
qui peuvent aussi soigner le rapport qu'on a à ces modèles et qui peuvent aussi faire la différence. Le fait qu'ils survivent, c'est vrai que non, mais c'est important, mais parfois on sous-estime un peu, mais c'est super important et c'est ce qui font que les gens aiment travailler aussi avec toi, tu vois. Ouais. Et enfin, les attentions en tout cas que tu leur apportes. Une trousse médicale aussi. Non, j'ai pas la trousse, non. Mais voilà, et généralement, moi, voilà, après, une fois que les négatifs sont développés, je les scanne et je retravaille un peu ça sur Lightroom ou Photoshop, quoi, pour retirer les poussières, mais c'est très minimal, en fait. Tous les réglages, pour moi, se font vraiment sur le shooting, au niveau des lumières. Quand tu travailles sur Photoshop, même tes tirages en argentique? Ouais, c'est-à-dire que, par exemple... quand tu scannes, quand tu fais un scan de négatif, tu peux avoir des poussières qui vont se déposer. Ouais. Généralement, j'utilise une bombe à air sec, mais ça arrive toujours. Donc, tu peux les retirer en fait sur Photoshop. Tu peux régler quelques trucs sur Lightroom. Bien sûr, c'est pas excessif et t'as pas autant de modularité que tu pourrais avoir avec un fichier numérique, mais c'est possible. Ouais. Ok, donc du coup il y a quand même un travail de post-prod disons que moi je mêle en fait l'argentique et le numérique. Disons que j'utilise l'argentique de prime abord, mais je travaille toujours avec des fichiers scannés. C'est rare que je fasse des tirages directement à partir de mon négatif en fait. Parce que j'ai appris à travailler comme ça et c'est aussi une technique qui me rassure un peu, quoi. Ouais, mais une plus en confiance de savoir que... Disons que je fais des impressions, après je fais des impressions argentiques à partir de numérisation en fait. D'accord, ouais. Ok. Ouais. D'accord, et du coup, c'est aussi, on voulait en parler, la vision de l'argentique et du numérique. Bon, toi, tu mixes un peu les deux, du coup? C'est les deux sur, en tout cas, la post-prod chez moi est digitale, enfin numérique. Disons que l'argentique, pour moi, ce qui change vraiment par rapport au numérique, c'est la lenteur que tu peux avoir à l'usage, et qui en même temps est aussi une force. Parce que cette lenteur, ça te permet de te reconnecter aussi d'une certaine façon au réel, à la matière, chose que tu perds peut-être un peu avec le numérique. Moi je sais que quand je fais du numérique, j'ai trop tendance à regarder en mode est-ce que la photo est bien et tout, et je suis plus dans l'instant, tu vois, t'es déjà plus dans l'instant. L'argentique te force à être dans le moment présent et à vraiment bien scinder la partie retouche et post-prod après, quoi. Sans vraiment intervenir. Ça, c'est un gros avantage pour moi, quoi. À titre de comparaison, petite référence de la bande dessinée, c'est Johan Sfar qui dessinait, il a fait quelques BD sans crayonner en fait. C'est-à-dire que, bon, en général, on fait un crayonné et ensuite on encre par-dessus. Et en se forçant à faire un ancrage direct, il est obligé de penser son dessin différemment. Ce rapport à la concentration n'est pas le même. Ouais, mais c'est sûr. Voilà. Tu as quelque chose à ajouter, Marie, sur l'argentique L'argentique, c'est un support qui est incroyable, mais moi je travaille très très peu en argentique. J'en ai un, j'ai un Canon AE1 programme qui est très bien. Très bon appareil. Très très bien. C'est le truc, il a passé 40 ans dans un grenier, il fonctionne comme s'il était neuf. C'est génial, c'était celui de mon papa, donc il a une petite histoire, j'aime bien l'idée qu'il ait une histoire, ce genre de choses. Du coup, moi l'argentique, je l'utilise sur le très très long terme. C'est-à-dire qu'une 36 poses peut me tenir 6 mois, voire un an. Je sais que c'est pas très bien, techniquement, la photo elle se détériore, mais c'est parce que je vais vraiment l'utiliser pour un instant précis. C'est vraiment, je vais être... là où la grande différence avec mon travail au numérique, c'est que le numérique, c'est du shooting, c'est de la mise en scène quand même. C'est une photo qui est pensée, qui est travaillée et compagnie. Pour moi, quand je vais utiliser l'argentique, ça va être des scènes plus personnelles, ça va être beaucoup plus personnel comme photo, comme approche de la photo aussi. Ça va être mon copain, ça va être mes amis, ça va être ma famille, ça va être juste un moment, je vais la voir, je vais prendre la photo et je vais l'oublier après. Et quand je vais le développer, je vais retrouver des moments qui ont été très importants pour moi, tellement que je les ai pris sur l'argentique. Et du coup, ça crée un lien particulier avec la photo en fait. Puis d'un point de vue un peu matérialiste, tu as le souvenir... c'est un objet après, ça devient un objet de souvenir. Ça devient un ami presque en fait. C'est très. Je suis très attachée à. Qui a vécu 40 ans dans le grenier. C'est ça. Oui, Mais ce qui est magique avec l'argentique, c'est d'arriver à oublier les photos que tu as prises, quoi. Et de les redécouvrer en mode, mais. Ça, c'est génial. Je me souviens plus, quoi. C'est génial. Tu la trouves folle, la photo, et tu te souviens plus de l'avoir pris. Et c'est un sentiment qui est incomparable avec le numérique. Pour ça, je crois que l'argentique sera toujours gagnant là-dessus. C'est assez sacré, quoi. Ouais, il y a ce truc-là, quoi, très, très intime, effectivement, sur le rapport que tu mets aussi au temps et qui est pas du tout le même, en fait. T'es pas dans la même temporalité avec l'argentique, t'es ailleurs, quoi. C'est ça. Ouais. D'accord. Et on voulait vous poser une petite question qu'on adore. C'est les pires
expérience ou anecdote de shooting ou de projets que vous ayez eu? J'ai pas de pire anecdote de shooting, mais j'ai un très mauvais souvenir comme ça. J'avais 14 ans peut-être, je venais d'acheter mon premier réflexe. Alors j'étais très très fière de mon appareil photo. Il était tout neuf, il était beau, j'avais économisé 2 ans pour l'avoir, et puis je suis partie en voyage scolaire, et il a cassé. Il a cassé dans ton sac? En fin de compte, il était dans mon sac, on avait un car couchette, et le chauffeur du car a pris tous les sacs pour les mettre dans la soute pour installer les couchettes. Et le truc, c'est que la pochette a pas tenu le coup. C'était une pochette de merde, clairement. Et il a jeté le sac, je l'ai vu faire. Et j'ai récupéré le sac après, et l'écran était éclaté. L'appareil avait 2 mois. C'est pour ça qu'il faut souscrire à une garantie. J'ai eu le cœur brisé, mais comme jamais, vraiment. Et l'appareil a tenu 5 ans avec cet écran éclaté quand même. Ils l'ont jamais remboursé. Parce que non, ça passait pas, parce que c'était moi qui l'avais cassé, c'était pas un défaut de fabrication. Oui, mais enfin. Donc du coup, j'ai pas pu faire marcher la garantie. J'avais pas pris l'assurance. Maintenant, j'ai pris une assurance. C'est important. Prenez une assurance pour vos matos, surtout quand il valent cher. Très bon conseil. Et j'ai fait 5 ans avec, jusqu'à mon arrivée sur Amiens. Et j'en ai racheté un autre après. Donc je l'ai toujours, c'est ma petite soeur qui l'utilise. Je l'aime beaucoup, j'arrive pas à m'en séparer. Je veux pas non plus le faire réparer parce que je l'ai. Il a sa cicatrice, tu vois. Ouais, voilà. On a vécu tellement de choses tous les deux que du coup, j'arrive pas. Je me dis non, ça fait partie de lui. J'ai pas envie, ce serait de la chirurgie esthétique, ça le changerait, j'aime pas l'idée. Mais le pauvre, il a pris la poussière pendant 5 ans. À la fin, la qualité de photo, c'était déplorable. La pauvre, enfin franchement, il était tellement mal à la fin. Du coup, je l'ai remplacé. Il a un grand frère maintenant. Et il le vit bien? Oui, ça va. Je lui ai pas trop demandé, mais ça va. Oui, je personnifie beaucoup les appareils photo. C'est assez particulier. Ils ont des noms. Ah ouais? Ouais, le premier, du coup, la première s'appelait Gertrude. C'était une blague avec ma sœur. On trouvait que le nom était ridiculement drôle. Et du coup, je l'ai appelée Gertrude. Du coup, petite anecdote rigolote comme ça. Un matin, je descends et ma mère avait une collègue qui avait amené son fils, un peu mignon en plus, que j'aimais bien. Et puis j'ai gueulé en plein milieu de la maison sans l'avoir vu. T'as pas vu Gertrude? Et j'ai eu l'air d'une grosse andouille devant tout le monde. Et ma mère m'a dit c'est qui Gertrude? Bah, c'est mon appareil photo. Et le gars s'est foutu de ma gueule. Et du coup, je l'ai plus jamais dit à personne qui s'appelait Gertrude. Voilà. Et le nouveau s'appelle Phileas, comme Phileas Fogg, en hommage à Jules Verne. Un petit nom un peu classe. Voilà, un peu plus. Je me suis dit celui-là, c'est l'appareil du dessus. Et est-ce qu'il va faire le tour du monde celui-ci? Bah, j'aimerais bien, c'est le but. C'est le but, clairement. Il a déjà vu un peu de pays, mais. T'aimerais bien faire un petit carnet de voyage? Pardon? T'aimerais bien faire un petit carnet de voyage? Ouais, c'est ça, j'aimerais bien. On verra combien de temps il me tient, mais celui-là, j'aimerais bien partir pour plusieurs années quand même. Et tu ne prends plus le bus en tout cas. Maintenant, j'ai une pochette hyper rembourrée. Le truc, je le garde avec moi, je le sors plus. Ça s'appelle une caisse à outils, c'est pratique. C'est vraiment. C'est mon bébé, quoi. Clairement, s'il lui arrive un truc, je déprime. Ok, m'étonne. Et toi, Baptiste, t'as une pire anecdote à raconter? Moi, la pire anecdote, ça pourrait être une anecdote technique qui m'arrivait 2 fois dans mes débuts. Disons qu'au début, j'utilisais pas ce qu'on appelle des cellules photovoltaïques qui sont très pratiques pour mesurer l'exposition en argentique sur les très très vieux appareils. Et comme ça, sur 2 shootings, je crois, j'ai eu une fuite de lumière, donc la pellicule était totalement sous-exposée, et sur l'autre, je crois que la pellicule était totalement cramée, quoi, genre blanche, quoi. T'en as une blanche et une noire alors? Ouais, c'est ça, j'avais les contrastes en fait. Voilà. C'est ça, exactement. Donc, je pense que c'est le pire truc qui puisse arriver, quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je shoote toujours avec 2 appareils aussi, par sécurité. Quand je fais un vrai shooting argentique, je prends 2 appareils. Et 2 t'alternes, quoi. Ouais, j'alterne, ouais. Ok, c'est marrant. Je fais toujours une photo de 2 fois, en fait, en double. Une sorte de garantie. Ouais, je préfère, ouais. Puis parfois, t'as des bonnes surprises parce que tu reprends pas forcément la même pose qu'avant. Donc, ouais, bien sûr. Ouais. Et sinon, vous avez aussi le droit de parler de vos meilleures expériences, meilleurs souvenirs dans ce monde de la photographie. Des moments émouvants, plein d'amour. Bah, vas-y, je te laisse. Moi, je crois que les meilleurs moments photographiques que j'ai dû vivre, c'est les moments les plus intimes, en fait. Moi, j'ai commencé la photographie en photographiant tout simplement mes copines. Ça. Et finalement, c'est les moments que tu gardes le plus parce que c'est ceux dans lesquels tu mets le plus d'émotions, c'est ceux qui sont ancrés à des souvenirs. Et je crois que finalement, c'est les photos qui restent un peu toujours là, quoi. Donc, moi, je dirais que c'est ça, quoi. Ouais,
Les photos que tu fais pour toi, quoi, plus que pour les autres. Il n'y en a pas un moment non, il n'y en a pas un particulier. C'est le moment, allez. Ça fout la merde. Ouais, ça risque de foutre la merde. Mais non, c'est, tous les moments sont beaux et voilà. C'est vrai que c'est ce qu'on garde le plus, j'ai l'impression, la photo qu'on fait pour soi, ouais. Totalement. Okay. Oui, bah oui, c'est une part. Déjà, la photographie en soi, elle est intime, et là, c'est vraiment, ça touche. Ah oui, c'est ça, totalement. Ouais. D'ailleurs, est-ce que vous aimez bien qu'on vous prenne en photo? Attends, mais je veux savoir la meilleure anecdote de Marie avant. Ah, pardon. Mais justement, ça va rejoindre cette question. Voilà. Ça va J'ai de la chance. J'ai de la chance. Hein. Même si je suis entièrement d'accord avec Baptiste sur le fait que les plus beaux moments, c'est les moments qui comptent le plus pour nous. Mais moi, j'ai vécu un truc assez fort il y a quelques semaines. On m'a prise en photo, justement. Et on a fait une double séance. J'ai pris la personne en photo et la personne en face de moi m'a prise en photo, c'est un photographe également, qui travaille à l'Argentique. Et puis, ça a été un moment excessivement fort, en fait, dans le sens où j'ai vécu quelque chose que j'avais jamais fait de ma vie, donc être prise en photo, je déteste ça, pour répondre à ta question. Je me suis mise à la photo, moi, pour ne pas être prise en photo, parce qu'on se cache derrière l'appareil, et puis vu qu'on fait les photos, les gens ne les font pas forcément, donc on est tranquille. En fait, si je peux me permettre, quand il y a une soirée, c'est toi qui fais la photo. Exactement. T'aimes pas les selfies? J'en ai aucun, clairement, comme ça, c'est réglé. J'ai pas le truc, j'ai très très peu de photos de moi, et là, je du comprends coup... maintenant pourquoi tu dis que t'es pas photographe. T'as pas la perche à selfie, je suis désolé. Et là, du coup, ouais, j'ai fait une séance photo où j'ai eu une quinzaine de photos de moi, un enfer, quoi. Je me suis vue sur 15 photos d'affilée. Je l'ai pas très bien vécu. Il y a des photos qui sont très bien, hein, clairement, mais moi j'ai beaucoup de mal avec le rendu que je peux avoir en photo, même si le photographe était très très doué. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Et s'il écoute ce truc, il va me prendre vraiment pour une folle furieuse. Hein. J'espère qu'il écoutera. Hein. Mais du coup, oui, et j'ai passé un moment très très fort avec cette personne parce que on a eu l'occasion d'échanger un peu comme on fait là maintenant sur nos visions de la photo, sur la vie en général. Et moi je suis quelqu'un d'hypersensible, donc quand j'ai quelqu'un qui est un peu comme ça face à moi, ça peut aller très très loin. Et du coup, je saurais même pas expliquer pourquoi, mais c'est l'un des moments les plus forts que j'ai vécu en photo. C'est cette intimité partagée, ce lien, c'était vraiment l'apothéose de ce qu'on peut rechercher dans la photo. C'était grandiose, c'était vraiment... Et c'est sûrement quelqu'un que je ne reverrai jamais de ma vie. Et que j'ai pas spécialement envie de revoir. Mais c'est pas ça, c'est pas... On ne lui enverra pas le lien. Non mais je suis sûre que c'est un garçon très sympa, qu'il est très chouette, mais ce serait pas pareil. En fait, le pauvre, il se prend un vent en direct. Mais c'est bizarre, parce que si mon copain écoute, il va dire c'est quoi, qu'est-ce qu'elle me raconte tu regardes un ami photographe, ton copain, toi la copine, total. Ouais Thomas, ça suffit. Non en fait, ce que tu veux dire, c'est que en fait, t'as accompli ce que t'avais à faire avec lui et c'était très beau. C'était une espèce de... J'ai eu une espèce de coup de foudre incroyable, mais un coup de foudre... Professionnel. Ouais, on peut dire ça, presque spirituel en fait. Ça paraît bizarre dit comme ça, mais c'était vraiment... j'ai eu l'impression de rencontrer une âme sœur, un peu, pas dans le sens amoureux du terme, mais dans le sens spirituel du terme. Je me suis vraiment retrouvée dans cette personne et ça m'a fait énormément de bien de parler de photos, d'échanger de tout ça. Et ça a été un peu la concrétisation de la chose. J'ai l'impression d'avoir passé un cap depuis cette conversation-là. C'est vraiment... En plus de ça, tu t'es mis à la place de tes modèles. En plus de ça, j'ai vécu... je pense que ça a dû jouer aussi. C'est assez particulier parce que lui, il travaille à l'Argentique également. Donc du coup, il n'y a pas du tout ce retour. Et c'est quelqu'un de très tactile. Donc il touche les cheveux, il touche le visage. Moi, je suis quelqu'un de très renfermé. Donc du coup, il a fallu m'ouvrir à quelqu'un. C'est assez particulier. Donc ça a joué beaucoup sur l'instant. Il y a une espèce de bulle qui s'est créée. C'est toi Baptiste, qui disais ça tout à l'heure. C'est des moments suspendus en fait. Ouais, on est seul au monde avec le modèle. Enfin, moi, du coup, en tant que photographe, je me sens seul au monde. Et là, j'ai compris ce que le modèle ressentait. C'est vraiment, il y a une intimité qui se crée, une sécurité presque. On se sent comme dans un cocon. C'est comme avoir un plaid et une tasse de thé. Mais en mieux. C'est vrai que ça doit être déstabilisant de le vivre avec des inconnus. Moi, je sais que ça me le fait souvent quand je prends en photo des amis. Je suis très... Enfin, Inès, si elle m'écoute d'ailleurs. Elle écoutera, je pense. J'espère. Je sais que le dernier shooting que j'ai fait avec elle pour ses photos de portfolio, ça a été assez fort parce que je m'attendais pas forcément à... Enfin, déjà, il faisait moche, autant le dire. Mais voilà, je m'attendais à rien et finalement, je sens que ça a concrétisé toute l'alchimie qu'il pouvait y avoir dans nos discussions et dans nos conversations. Et finalement, là, c'était là, quoi. Il y avait quelque chose. Ce qui fait que
J'ai même écrit un texte à côté, je crois que tu l'as vu Grémon sur Facebook, et ça m'a donné une idée aussi de justement reproduire ces expériences, de photographier mes amis et d'écrire sur eux. Parce que je me suis rendu compte un peu instinctivement que les choses étaient assez liées et que ce que tu pouvais ressentir par rapport à une amitié très forte pouvait aussi être transcrit photographiquement. Et ouais, on est encore une fois dans ce moment suspendu, quoi. C'est assez incroyable. Photographier ses amis, c'est vraiment particulier. Ouais, ça change des citations. Ouais. Je dis photographier ses amis, c'est vraiment quelque chose de très très particulier. C'est particulier, ouais. Parce que c'est des gens qu'on côtoie au quotidien, qui nous connaissent assez bien, mais avec qui on va pas forcément être très intime, parce que c'est des amis, c'est pas... Et il y a vraiment, moi j'ai vraiment une différence entre ce que je suis en tant que personne et ce que je suis en tant que photographe. Quand j'enfile la casquette de photographe, je ne suis plus Marie, je suis plus une femme, je suis plus un être humain, je suis la chose qui appuie sur le bouton et qui se concentre, j'en sais rien, je pourrais pas expliquer. Je suis photographe, entre guillemets, si on veut Je pense que ça. c'est le modèle te voit quand même comme... Donc, du coup, il faut modifier. Un humain, parce que c'est une chose qui prend des photos. ça va loin. Mais du coup, partager ça avec quelqu'un qu'on connaît, je trouve que c'est encore plus difficile que partager ça avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Difficile. Si quelqu'un qu'on ne connaît pas, en soi, on s'en fiche, on le reverra pas, ou la personne ne nous jugera pas, ou je ne sais quoi. Tandis qu'une séance photo avec un ami, j'ai vécu ça aussi dans des moments forts. J'ai quelqu'un que je connais depuis très longtemps, on a une histoire assez particulière, et maintenant c'est mon coloc. Un truc un peu spécial, il a fini chez moi, peu importe. Et je l'ai pris en photo. Ça faisait des lustres que je lui cassais les pieds pour le prendre en photo, parce que c'est un très beau garçon, il est très bien. Et du coup, j'avais absolument envie de le prendre en photo. Et le fait d'avoir fait cette séance photo-là, ça a débloqué quelque chose. Je sais pas, j'ai l'impression de me mettre plus ouverte à lui, et que lui m'a offert un petit bout de lui aussi. C'était assez... et ça m'a un peu chamboulé également. Je me suis dit, découvres une part de l'autre. Voilà, c'est ça. Ce qui est Je ferais pas ça tous les jours. C'est ce qui est magnifique en même temps, tu vois. C'est pour très moi, fort. C'est très fort aussi pour ça. Ouais. C'est ça. Ouais, je vois un peu le truc. Parfois, on a besoin de cette petite séance. C'est un petit peu comme avoir une conversation avec quelqu'un. C'est ça, c'est une conversation profonde. C'est les conversations de 6h du matin après une soirée quand on rentre de Saint-Leu. On est tous un petit peu éméchés et qu'on parle de nos vies. Et ben là, c'est la même chose, mais sur l'espace d'1 heure et avec une image. C'est exactement ça. C'est un peu ce que j'ai fait hier, mais tout seul. La prochaine fois, prends un appareil photo. Je suis sorti à 6h. La prochaine fois, tu nous appelles et puis on en parle. Je suis rentré à 6h. La prochaine fois que je sors à 6h, je vous appellerai et je vous dirai tout ce que j'ai sur le cœur. Viens me prendre en photo. Tu vois qu'on s'appelle demain, plutôt. On va faire un petit shooting à 6h du matin. Je pense qu'il y a des bonnes photos à faire à 6h du matin. Ah ouais. Je sais pas si t'es encore frais. C'est vrai que... C'est génial, les photos à 6h du matin. Avec la petite après la nuit blanche. T'as l'heure bleue et t'as l'heure dorée en fait. Ouais, c'est ça. Ça, c'est incroyable. C'est mes heures préférées, en clairement. termes de lumière. Mais c'est un enfer à prendre en photo. C'est super difficile. Surtout quand on a un modèle. C'est des créneaux spécifiques. C'est des créneaux très spécifiques dans une journée où tu vas avoir une lumière vraiment très condensée et très particulière. Soit très bleue ou soit très jaune, orange. Et c'est magnifique, ça peut être très... Et si on arrêtait l'émission, on allait se prendre en photo. Ah bah non, vous avez pas ramené vos appareils photo. Parce que comme disait Manu, on enregistre à l'heure où on est en golden lumière. Ouais, ça va commencer. Je me prends les golden lumière depuis 10 minutes dans les... C'est assez couvert aujourd'hui. Reflet de mes carreaux. Alors je voulais dire aussi un truc, rebondir sur ce que tu disais, tu écrivais à côté maintenant. C'est une manière aussi de... parce que quand tu gardes une photo en fait de tes amis, tu as la photo et tu peux avoir n'importe quelle interprétation, mais si tu l'écris, tu as aussi une trace textuelle de ce que tu as ressenti à ce moment-là, qui est très romancé, j'imagine. Enfin, c'est aussi dans la poésie de la chose. Il y a un peu de ça, mais ce qui est très beau dans la photographie, c'est que c'est déjà une forme d'écriture en soi pour moi. Bien sûr. Complètement. Et finalement, rajouter de l'écriture parfois comme une sorte de... Ça peut permettre en tout cas à la photographie de prendre une sorte de forme un peu qui serait comme les... Je sais pas comment je pourrais... Comme les haïkus par exemple. Ça serait un peu dans cette idée, tu vois, d'agencer différentes sensibilités poétiques pour créer un objet en soi et le rendre encore plus fort. Après, tu as des photographies qui se passent totalement de texte, d'autres qui peuvent... Mais tu as des artistes, d'ailleurs, moi je pense surtout à une artiste qui s'appelle Francesca Woodman, qui a écrit sur certaines de ses photos. Un autre artiste que j'ai aussi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Dwayne Michaels, pareil, qui fait des séries photographiques où il écrit des choses en dessous à la main et qui finalement revêtent pratiquement des aspects de films photographiques, de séquences en tout cas. Et ça peut être, c'est quelque chose qui peut être complémentaire, totalement. Mais justement, en fait, vu que tu es plasticien, moi ce que je voulais aborder un peu, c'est est-ce que les autres arts que tu pratiques
arrive à nourrir directement ou indirectement ton art de la photo, enfin ton travail? Disons que la photographie nourrit beaucoup mon travail, tout comme mon travail nourrit la photographie. Disons que l'avantage quand tu es plasticien, c'est que tu pousses la photographie au-delà de son format et de ses conventions. Par exemple, moi je travaille beaucoup sur la question du dispositif, enfin de ce qu'on appelle le dispositif, et qui travaille vraiment sur l'espace. Donc, par exemple, là où un photographe, on va dire peut-être conventionnel, aurait encadré sa photo, moi je vais te l'imprimer sur du tissu, ou je vais te la projeter, ou je vais l'envoyer sur de l'eau, la faire se refléter sur de l'eau, puis sur un mur, je vais la déformer avec des prismes, tu vois, je vais lui donner finalement une matérialité dans l'espace. Et en ça, pour moi, la photographie, oui, c'est sûr qu'elle a enfin, même l'image a une place prédominante dans mon travail. D'ailleurs, j'utilise aussi parfois des photos qui sont pas de moi, tu vois. Et c'est aussi quelque chose de différent, mais qui t'empêche pas de te sentir photographe. Enfin, c'est un rapport assez paradoxal, mais même si t'es pas même si t'es pas l'initiateur de la photographie, tu peux quand même te l'approprier et la travailler différemment. Donc, c'est des rapports en fait qui s'activent dans mon travail de plasticien et qui me permettent aussi de sortir la photographie de ses gonds, quoi. Par exemple, là j'ai un projet photographique qui va utiliser une caméra Super 8, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser un appareil photo, je vais juste shooter des séquences et extraire après des petites vignettes, la pellicule et scanner individuellement les photographies. Et c'est aussi, pour moi être plasticien, c'est aussi une liberté de traiter la photographie autrement, sans te plier aux conventions. Et je crois vraiment que c'est ça, c'est un terrain de liberté en fait, avant tout. Où tu te focalises pas forcément sur l'idée qu'une photo est belle ou pas belle, ou tu fais sortir la photographie quoi, totalement Tu la manipules. Tu la manipules, directement, encore plus, ouais. Et tu la croises aussi avec d'autres choses parfois, avec du texte, avec des écrits, avec... Moi j'ai aussi fait beaucoup de projets, par exemple de projets de films, en fait de films photographiques, un peu à la Chris Marker, comme il avait fait avec La Jetée par exemple. J'ai travaillé aussi sur des choses comme ça, avec des photographies de banlieue, avec tout ce que ça peut renvoyer d'angoissant, tu sais, ces banlieues françaises un peu bien cloisonnées, avec des haies partout... Et justement, tu vois, travailler une narration avec des photographies, faire des montages, rajouter une bande sonore en enregistrant sur place, la déformer, c'est des choses qui peuvent être fascinantes en fait, parce que tu te rends compte que la photographie, ça peut être aussi de la vidéo, et c'est illimité en fait. C'est vraiment illimité. Les deux sont assez liés. C'est assez lié, c'est très très lié, ouais. Surtout quand t'es au format argentique, je trouve, encore plus peut-être, ouais. Voilà, et là, comme tu disais, tu vas utiliser la caméra, le 8 mm, c'est ça? Ouais, 8 mm ou 16 mm, ouais. Pour avoir un nouveau format. Totalement. Ça permet d'expérimenter des choses qui sont assez... L'expérimentation, c'est un peu le mot-clé. Ouais, c'est ça. Que tu peux faire avec tous les arts. Exactement, ouais. C'est vraiment ce qui m'intéresse, ouais. On va couper, t'inquiète pas. T'as plein dedans, hein. Direct. Ouais. Alors, est-ce que vous vouliez parler du professionnalisme dans la photographie ou... Ouais. Ça pourrait être bien. Moi, attends, je te la pose. Ok, d'accord. Pour la fin. Oui, alors on se pose la question aussi, être photographe professionnel, c'est quoi les enjeux? Enfin, on avait toute une thématique autour de ça, mais je crois, Baptiste, tu voulais intervenir? En fait, aujourd'hui, il y a plusieurs écoles. Disons que il y a les gens qui vont vouloir vraiment être photographes, qui vont du coup potentiellement vouloir en vivre aussi. Et ceux qui le garderont comme forme de passion. Je pense, et dans ces cas-là, il y a deux possibilités. Je pense que pour quelqu'un qui veut vraiment être photographe, il y a des écoles qui existent, mais qui demandent aussi un appui théorique important, donc un travail à la fois théorique, sur des lectures, sur des sorties, aller voir des expositions, c'est que des choses en fait qui peuvent enrichir ça. Voilà, après il y a énormément d'écoles en France. La meilleure école de photographie en France, ou en tout cas la plus connue, c'est l'école d'Arles, qui est très très réputée pour ça depuis plus de 20 ans même maintenant. D'ailleurs les rencontres d'Arles aussi, c'est le festival de la photographie en France, vraiment la photographie artistique, plasticienne, c'est vraiment là où il faut aller. Et voilà, après, il n'y a pas de parcours type aussi, j'ai envie d'insister là-dessus, c'est qu'il y a des photographes qui n'ont pas fait d'école d'art, il y a d'autres photographes qui ont fait une école d'art,
il n'y a pas de spécificité vraiment. Le plus important, je pense, c'est surtout de trouver son langage en photographie. De trouver son langage, de trouver son écriture, de trouver sa forme, d'appuyer sa forme, de creuser, de vendre son travail aussi. Finalement, ça tend aujourd'hui pour moi la réussite en photographie à une forme de polyvalence, où tu apprends à utiliser plein de choses, où tu apprends à faire ton portfolio. C'est un travail acharné en fait, mais comme pour tout, quoi, je crois. Comme pour la BD, comme pour la vidéo, comme pour... Tu peux être autodidacte, mais il y a une dose de travail conséquente derrière, quoi. Ouais. Je suis assez partisan de cette vision des choses. Ouais. On peut avoir un petit enseignement comme on a à la fac d'art, pour la plupart d'entre nous en tout cas, mais on va pas attendre de nous d'avoir ce fameux diplôme. C'est ça, voilà. totalement. Et que tout ce qu'on fait en amont de ces études est très important pour justement créer des liens avec les autres, prendre des initiatives comme on fait là. Et faire le maximum en fait pour se démarquer aussi un petit peu si on a envie que le travail soit vu. Je pense vraiment que l'intérêt pour moi d'être en fac ou en école, pour un artiste en tout cas, toutes les écoles ou fac d'art, c'est surtout la rencontre, parce qu'en soi les cours ça reste théorique, mais on va pas se mentir, en tout cas moi dans mon cas personnel j'ai pas forcément vraiment appris à faire. Dans les rencontres, il y a les professeurs aussi qui sont importants. C'est ça. On peut le souligner mais aussi. Honnêtement, je pense que la meilleure école, à l'heure actuelle en tout cas, c'est d'aller voir en autodidacte sur internet comment se former. Totalement. Tous les tutos. On va pas se mentir, il faut quand même, si tu t'intéresses à tel ou tel type d'art, que ce soit la photo, le dessin, tout ça, je pense que le meilleur moyen c'est d'aller sur internet. Ouais, c'est pas mal formateur. C'est un bon outil. Mais oui, effectivement, il faut travailler, ça c'est sûr. Disons qu'une école te permet on va dire, d'acquérir les codes d'un système qui sont indispensables parfois. Et c'est vrai que la photographie c'est très difficile aujourd'hui parce que c'est aussi très très compétitif. Il y a une directrice d'une grande galerie à Paris en termes de photographie qui s'appelle la Galerie des Filles du Calvaire qui disait dans un article que elle reçoit des tonnes de portfolios, c'est 300-400 portfolios par an, et c'est des portfolios qui sont absolument géniaux, et qui sont absolument pointilleux, et qui sont professionnels, mais qui se valent pas tous en termes de langage, mais qui sont en tout cas à un niveau... Enfin voilà, la photographie a ce truc un peu dangereux que si on veut faire que de la photographie, c'est aussi très... ça peut aussi apporter pas mal de déceptions, quoi, aujourd'hui, je pense. Ouais. En tout cas, beaucoup de gens peuvent se brûler les ailes avec ça. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu aussi être que photographe et que j'ai voulu être plasticien avant tout. Parce que sinon, tu peux vite te brûler les ailes, quoi. Et puis là, tu as une marge de manœuvre assez large. Totalement. Et puis après, effectivement, il y a les gens qui diront, voilà, j'ai pas envie d'en vivre, j'ai envie de faire autre chose, mais je garderai toujours la photographie comme une passion, et c'est tout aussi louable, en fait. Et ces gens sont tout aussi brillants, parfois, que les gens qui décideront de faire des résidences ou des expositions. C'est des choix de vie, après, je pense, qui sont personnels et des engagements aussi, quoi. Mais... Il faut être forcément professionnel pour exposer, ou ça peut très bien... Pas forcément, mais après, c'est vrai que quand tu commences vraiment à exposer, y a des questions qui passent aussi par la couverture aussi des artistes, les adhésions à la maison des artistes, etc., pour faire valoir tes droits, pour pouvoir accéder à certaines résidences. C'est aussi demandé par beaucoup d'organismes, donc c'est vrai que... Mais il est toujours possible d'exposer sans. Enfin, moi, je veux dire, la dernière exposition que j'ai fait, par exemple, moi je suis pas encore affilié à tout ça, j'ai pas de contraintes professionnelles, on va dire. Et pour autant, j'ai exposé, quoi. Je pense que la motivation reste le premier moteur, en fait. Quand on veut faire quelque chose, tu le fais, quoi, c'est ça. Et en cherchant bien, il y a beaucoup d'assos qui proposent ce genre de choses. Et là, totalement. Là, sur Amiens, je pense à Payta Gouache. Oui, totalement. Les inscriptions sont closes. Donc, et Kino aussi. Et le Kino aussi. Pour son équivalent pour le cinéma. Mais c'est assez libre et il y a moyen d'avoir de la visibilité et de s'amuser en plus à le faire parce que c'est quand même des bonnes initiatives faites par des assos qui permettent aussi de mettre en avant aussi les jeunes artistes qui sont pas très connus. Et je pense qu'il faut toujours oser dans tous les cas, quoi. Ouais. Si quelqu'un a envie de faire une expo, de proposer une expo, même à une municipalité, faut tenter, quoi, par tous les moyens. Oui,
On se rend compte en tentant en fait que les gens sont souvent beaucoup plus avenants et beaucoup plus ouverts qu'on aurait pu l'imaginer. Et moi, c'est peut-être aussi ce que j'ai beaucoup appris avec la photographie et avec l'art en particulier, c'est que faut suivre son intuition, quoi. Faut pas se mettre de barrières avant d'avoir essayé, quoi. Totalement. Ouais. Tout à fait. Je suis d'accord. Tu es d'accord, Manu ? Il faut se battre. Mais ouais, totalement. Parce qu'on est surpris en plus parfois, quoi. Totalement c'est surpris. violent le monde artistique. Hein. Ça peut être violent, ouais. Bah après, c'est vrai que par rapport à la concurrence, c'est clair que faut savoir se démarquer. Je pense que pour vraiment se faire plaisir, faut l'oublier, la concurrence, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça aussi, quoi. Faut prendre les photos pour soi et pas se poser de questions. Puis même dans un esprit de compétition, parce qu'il peut y en avoir des fois, faut se regarder soi en fait, au bout d'un moment. Ouais. De se donner le meilleur de soi-même en fait. C'est sûr, mais c'est vrai que c'est assez difficile parfois quand on... Enfin moi par exemple j'ai décidé vraiment que je voulais être artiste plasticien, et ça c'est vraiment un choix de vie parce que je me rends compte que la création est vraiment intuitive chez moi. Enfin, elle tient une place qui est évidente dans ma vie, et je me vois pas faire autre chose. Ouais, tu te sens à ta place là. Et je me sens à ma place là, dans ce que je fais actuellement. Mais voilà, tu te mets forcément une pression parce que tu sais que le système dans lequel tu vas rentrer attend aussi des choses et tu dois t'y conformer, tu vois. Tu dois t'y conformer. Et toi, Marie, tu es plutôt d'accord avec ça ? Ah oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais moi, je fais partie des gens qui sont passionnés et qui resteront passionnés. Ouais. Qui feront autre chose parce que je ne sais pas. Parce que pour moi, c'est un milieu qui est excessivement compliqué et que si je veux avoir un confort de vie pour faire ce que j'ai envie de faire, justement, je préfère garder ça en passion et avoir un métier à côté parce que je suis passionnée par d'autres choses également. Oui. Même si la photographie est quand même... c'est quand même une très très grande place, voire la place dans ma vie, clairement. Moi, je veux enseigner, donc ça n'a absolument rien à voir. Mais quand même un peu. Enfin, tu peux... On garde le côté social et le côté humain de la chose. Bah, tu montreras mais, tes photos à tes élèves. Ça va être super sympa. Hein. Enfin, ça dépend si tu vas enseigner... L'anglais, idéalement. Ce serait l'anglais. Tu prends des photos. Donc ça pourrait être très intéressant, mais du coup, faut rebondir sur cette histoire de... Si tu mets l'appareil photo, mais en anglais. Compétitivité et ce genre de choses. Moi, je pars du principe qu'il faut faire des photos pour soi et pas se poser de questions et pas se dire pourquoi un tel marche mieux que moi, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça marche mieux. Non, tu fais les photos que tu as envie de faire parce que tu as envie de les faire à cet instant-là. Si dans 6 mois tu changes de style et que tu veux faire autre chose, peu importe. Tu fais autre chose, tu changes de style, tu t'en fous. Moi, je m'en fiche du nombre d'abonnés sur Instagram ou de la visibilité de mes photos, de savoir si ça plaît ou si ça plaît pas. Tant qu'elles me plaisent à moi, qu'elles plaisent au modèle et que j'ai accompli ce que je voulais accomplir, ça me va parfaitement. Donc la situation que j'ai maintenant, juste photographe comme ça. C'est pour ça que j'ai du mal avec le terme photographe, c'est pour ça que j'ai du mal avec le terme artiste, parce que je me sens pas légitime pour ce genre de choses. Mais je me plais telle que je suis maintenant, dans la position que j'ai, peu importe le titre qu'on m'accorde. Je fais ce que je fais et je le ferai, je ne sais pas combien de temps, mais je le ferai, c'est tout. Mais c'est juste ce que tu soulèves parce qu'aujourd'hui, et même en tant que plasticien, on est rarement que artiste. Moi, par exemple, je sais qu'à côté, je vais faire de la médiation culturelle ou que je vais taffer en tant qu'enseignant, certainement, dans peut-être 90% des cas. Mais après, ouais, c'est plus une sorte de conviction peut-être, de vouloir garder ça en soi. Et dans tous les cas, qu'on soit amateur ou qu'on soit passionné et artiste, les choses finissent par se rejoindre au bout d'un moment, quoi. Je pense. Très bien. Faites des photos. C'est vrai, c'est important. On va passer à la toute dernière partie. Alors là, on va parler un petit peu de vos inspirations. Donc, d'accord. Alors, expliquez si vous avez des noms à citer, des gens qui vous inspirent vraiment, qui vous donnent envie de faire la photo. On veut des noms. Ou autre chose. On veut des noms, mais on veut... comme on est une émission, un podcast audio, n'hésitez pas à décrire un petit peu le travail des gens de manière synthétique. Donc, je ne sais pas qui veut commencer. Peu importe, hein. J'ai pas beaucoup de noms comme ça, honnêtement. Je m'inspire un peu de tout. Je m'inspire de gens qui ne sont pas spécialement connus ou de gens très connus. Tant que la photo me parle, je pars du principe que ça reste une inspiration puisque je vais aimer le concept et je vais le réutiliser à ma manière. Je vais pas faire un style de photo parce que je l'ai vu chez quelqu'un d'autre. Je vais faire mes photos qui, à force de temps, vont puiser leur inspiration un peu partout, dans la vie de tous les jours, dans les gens qui m'entourent, dans ce que je trouve sur Instagram, dans ce que je trouve dans les bouquins, ce genre de choses. Après, s'il vous faut des noms... je peux en sortir. Non, mais peut-être une photo qui t'a marqué. Une photo qui m'a marqué, je dirais pas une photo, mais j'ai un photographe qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est Annie Leibovitz.
Ok. Clairement, parce que moi je l'ai découverte de façon très con, parce que je suis passionnée de musique. Et je suis tombée sur les photos qu'elle a fait les Rolling Stones. Ah mais oui, mais elle a photographié tout le monde, ouais, même Bowie. Absolument tout. Et moi je suis une grande fan de David Bowie, des Rolling Stones, de génial. Ce genre de musique justement. C'est toute ma vie. Et je suis tombée sur cette photographe qui alliait justement mes deux passions, la photographie et les artistes que j'admire. Et du coup, et puis après j'ai creusé un peu son travail et c'est justement une femme qui capte beaucoup le naturel, qui capte l'instant, qui capte ce que les autres vont considérer comme moche ou comme pas spécialement intéressant. Justement, elle a tout fait. Elle a photographié des grands comme des gens qui sont personnes. Enfin, personne, ça va tout dire. Mais... Et moi j'adore cette femme, parce qu'en plus c'est une femme, donc c'est incroyable. Mais... c'est un travail qui, si je devais retenir qu'un seul travail, ce serait le sien. D'accord. Ce serait vraiment ça. T'as déjà vu le travail de Montfourny qui a été photographe pour les Inrocks pareil, enfin, j'ai vu son travail récemment et c'est absolument incroyable quand même. C'est vrai ? Ouais, dans toutes ces figures qui ont marqué marqué les musiques, pareil, il a pris des gens qui sont ouf quoi. Et tu dis mais ces gens ont eu la chance quoi même de rencontrer leurs idoles. Oui. Des gens pour... ça. Mais enfin tu vois, ça questionne aussi le rapport photographique. Tu dis nous déjà avec nos modèles parfois c'est super compliqué, mais quand tu rencontres quelqu'un que t'écoutes, c'est impressionnant. Quelqu'un qui a un nom, qui est grand, qui représente quelque chose. Totalement. Il y a une pression. Mais malgré ça, l'avantage, ce que j'aime chez elle, c'est que la photo reste simple. Encore une fois, j'aime beaucoup la simplicité. Et elle a beau avoir quelqu'un d'excessivement célèbre devant elle, elle va prendre la personne telle qu'elle est. Et ça, c'est magnifique. Ouais, c'est vrai que c'est beau. Sinon, en plus petit comme ça, il y a une nana que je suis sur Instagram qui s'appelle Solène Jakowski, quelque chose comme ça. Elle fait du portrait aussi beaucoup de femmes en lingerie dans des lumières très douces. Elle travaille en intérieur, un peu comme moi. Et enfin, du coup, c'est moi qui travaille un peu comme elle plutôt. Oui. Mais faut pas déconner non plus. Et cette femme, j'aime beaucoup parce que je retrouve chez elle tout ce que je cherche à faire, moi, justement. Si je devais choisir un modèle, ce serait un peu elle, en fait. Okay. Et sinon, j'aime beaucoup le travail de Théo Gosselin, pour rester sur Amiens. C'est un Amiénois, moi j'aime beaucoup. Toi, je sais pas, t'as l'air un peu crispé, mais moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, parce que ça fait rêver, tout simplement. C'est pas du tout le style de photo que je fais, j'en suis à des années-lumière. Mais j'aime bien ses premières photos. J'aime beaucoup. Ouais, j'avais vu une de ses. Je crois que j'avais vu. Ouais. Enfin, vaste sujet. Ouais. Et sinon, si tu veux sortir. Moi, j'ai beaucoup été. Paradoxalement, je suis beaucoup plus inspiré souvent par des cinéastes que par des photographes. Bien évidemment, j'ai commencé par Man Ray ou. Oui. Enfin, Man Ray, je l'ai vraiment. Enfin, ça a été quand j'étais plus jeune. Enfin, il y a quelques années, ça a été... Pas très vieux non plus. Hein. Ouais, pas très vieux non plus, mais ça a été mon premier coup de cœur parce que la photographie surréaliste, elle impliquait toutes les dimensions qui me fascinaient, quoi, tout ce truc un peu métaphysique que la photographie peut contenir, quoi. T'aimes bien le méta. Qui est cette personne Man Ray est un photographe qui a été rattaché au surréaliste. Il a commencé par la peinture, il s'est mis à la photographie bien après. Et il a œuvré auprès des surréalismes, il a participé aussi à certains écrits avec André Breton, il a fait plusieurs travaux aussi avec Paul Éluard sur des illustrations, parce qu'il dessinait aussi toute la clique de surréalistes. Voilà. Et il a photographié les modèles les plus les plus inspirants de l'époque dans laquelle il était. Et je crois qu'il a vraiment réussi à faire sortir aussi la photographie de ses gonds, quoi, par justement l'expérimentation, par les procédés qu'il a mis au point, comme la solarisation, qui lui ont permis aussi de redonner un nouveau souffle à la photographie, je trouve. Bien que la photographie n'était pas très très âgée dans les années 30-40, mais quand même, quoi. Il y avait quand même une sorte de nouvelle vague peut-être dans le milieu. C'était en tout cas une nouvelle ouverture, quoi, sur la photographie, sur l'esprit, sur plein de choses. Sinon, je suis très très inspiré par les Polaroids d'Andrei Tarkovsky, qui m'inspirent beaucoup, à la fois par ses films comme par ses images, mais je trouve que même ses films sont des constructions photographiques en soi. Quand tu regardes une scène de Tarkovsky, tu pourrais pratiquement la découper et faire, 10 000 photos, quoi, tu vois. Tout est un tableau, tout est une photographie, et cette sensibilité qu'il a à la nature, à la matière, aux éléments, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel, quoi. Donc... je dirais Tarkovsky, ouais.
Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont inspiré. Ouais, ça, normal. Je suis inspiré par beaucoup de choses, mais ça peut aussi être des inspirations littéraires, par exemple. Je puise pas forcément mes inspirations photographiques dans la photographie, parfois ça vient d'ailleurs, en fait. C'est l'avantage avec la photographie, c'est qu'on peut s'inspirer de tout tu et peux être n'importe inspiré quoi. de tout, totalement. Vraiment, même par un bruit, parfois, par une musique, par quelque chose, par un bruit particulier, je pense au bruit de l'eau. Moi, je suis fascinée par le bruit de la neige, enfin, c'est le silence de la neige plutôt. Et ça m'a inspiré beaucoup de choses. C'est du temps où je faisais du paysage et autre chose. C'est une vraie question, ça fait de la bruit de la neige? Bah non, justement. Ah bah non, ça fait pas de bruit du coup. Mettez une ambiance. C'est ça qui est assez particulier avec la neige, mais non, c'est pas là-dessus, je pourrais en parler pendant des heures. C'est qu'il y a un côté, il y a une sourdine qui se crée, il y a Ah oui, ça un côté cotonneux en fait. On a l'impression que tout est Ça ressemble à silencieux. du coton, mais c'est de la neige. Il y a un silence qui s'installe, moi qui me fascine. Ça et le brouillard, je trouve que c'est la même chose. Oh, le brouillard, moi j'adore. Je suis une grande J'adore. fan Moi, du brouillard. franchement, quand Mes il y a du premières brouillard, j'ai photos, envie de prendre des photos. mes toutes premières photos, c'est des photos enfin mes premières photos travaillées, on va dire, que j'ai fait pour de la photo, c'est dans le brouillard parce que c'est ce qui m'a permis de. C'est ce qui ouais. De toute façon, toi, enfin, même vous deux, mais là, tu soulignes beaucoup l'ambiance, le mood, comme tu disais tout à l'heure, c'est ça qui aussi t'inspire C'est ça. beaucoup. C'est parce qu'elle veut être prof d'anglais qu'elle dit ça. C'est vrai. Tu sais ce qu'elle te dit, la future prof d'anglais. Non, mais parfois, ils ont des mots qui sont plus faciles à utiliser. Voilà, c'est vrai. Je suis désolée. C'est On n'a pas d'équivalent de mood. Enfin, si, à part ambiance, mais humeur, c'est pas, ça sonne moins bien. Mood, on comprend tout de suite. On comprend tout de suite. Ouais, totalement. C'est pas une question. Petit aparté sur l'anglais. Parlez anglais si vous voulez. Vas-y, c'est parti. On va faire une émission spéciale. Est-ce qu'il y a un avant et après de votre vie, un moment, un truc qui vous a mis une claque? Ouais. Genre un moment précis? Un moment précis, ouais. Ouais, vas-y. Le fameux photographe. On va rentrer dans le pathos. Mais quand à la fin de ma terminale, j'étais avec un garçon et ce garçon-là m'a largué comme une merde, clairement, autant dire les choses comme elles sont. Et c'est quelqu'un que j'ai aimé très 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 fort et que j'aime encore un peu maintenant. Et je sais pas, on avait une relation très très particulière et c'est lui qui m'a donné envie de faire de la photo un peu. J'ai adoré le prendre en photo, lui. Il est assez particulier, il est très grand, il a un visage très anguleux. Moi je l'appelle Rimbaud, enfin il est poète, tout ce genre de truc. Le cliché quoi, le cliché de l'artiste. Et tire pas dessus, ça va. et du coup, un jour, je me suis retrouvée avec trop d'émotions pour une seule personne. Et il a fallu que je fasse sortir ça d'une manière ou d'une autre. Et c'est là que je me suis rappelé que j'avais mon appareil photo qui avant me servait juste à prendre mes amis en photo. Et je me suis dit, bah, utilise-le, fais quelque chose. Parce que j'avais plus de mots pour expliquer ce que je ressentais. C'était trop fort, trop d'un coup, trop violent. Et j'ai utilisé la photo pour me remettre de ça, en fait. Et c'est resté. Donc maintenant, quand ça va pas, ou même quand ça va trop bien, faut savoir que j'ai été diagnostiquée bipolaire il y a pas si longtemps que ça, donc du coup, les émotions, je connais bien, je galère bien avec, et la photo, justement, ça m'aide à me canaliser beaucoup. Donc ouais, il y a vraiment... les activités de création sont très... sont très thérapeutiques. Très bien. Ouais. En fait, c'est vraiment ça, au fur et à mesure de l'émission, je pense qu'on s'en rend compte, ton travail est vraiment plus thérapeutique. C'est ça. Et c'est peut-être pour ça que tu as du mal à te définir comme artiste, au fond. Je suis thérapeute. Voilà. Ça me dérange pas, cette étiquette me dérange pas. Voilà. Tu vas faire des photos de l'anglais. Je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait pour moi et maintenant je le fais pour les autres. Si ça te permet de maîtriser tes émotions, déjà la photo, de canaliser en tout cas, c'est ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup parce que ça permet d'exprimer des choses comme Baptiste disait, parfois une photo ça vaut plus qu'un texte. Elle se suffit à elle-même. Moi je suis d'accord avec ça, c'est vraiment quand on n'a plus de mots, on a l'image. Ouais, tu l'as vécu du coup. C'est ça, je l'ai littéralement vécu. D'accord, mais ça c'est un moment très précis en tout cas. C'est vraiment, ça a été la coupure, c'est une sacrée baffe, là. Ça a changé toute ma vie clairement et ça a changé mon art aussi. Et beaucoup de mauvais moments sont déclencheurs de quelque chose finalement. Mais au final j'en ai sorti quelque chose de très beau de cette histoire. Et je trouve que ça fait partie de moi, ça m'a forgé, ça a forgé ma photo. Moi ça permet de rebondir. C'est ça. C'est exactement ça. Et toi Baptiste, t'as un petit point, une histoire aussi belle sur ta vision disons que c'est marrant que t'en parles parce que pour moi la photographie ça a été aussi la possibilité pour moi de fuir aussi mon introversion d'une certaine façon. J'ai toujours été assez ailleurs, très introverti d'une certaine façon. Et je crois que la photographie et l'art en général m'a permis de créer un ancrage
avec le monde. En tout cas, de me donner une voix supplémentaire avec le monde. Et en ça, oui, c'est aussi un langage, quoi. C'est comme une seconde voix, tu vois, qui te permet de nouer des liens avec les gens et de t'exprimer aussi sur des choses que tu n'arriverais pas à exprimer peut-être par ton langage premier. Donc, pour moi, l'art revêt aussi un aspect finalement très émotionnel par cette dimension. Et moi, je dirais quoi, c'est l'art en général qui a été ma claque finalement. Parce qu'elle permet de combler... En tout cas, l'art a permis de combler quelque chose que j'avais pas forcément avant. Mais c'était plus un moment ou un processus plus large que... Une révélation. C'est au fur et à mesure que tu l'as appris, c'est venu progressivement. Que tu te l'as approprié un petit peu aussi pour t'extérioriser aussi sur... voilà, ça fait partie de ton développement, j'imagine. C'est arrivé aussi avec une période de ma vie où j'ai commencé beaucoup à créer après le lycée, quand je suis arrivé en fac. Parce qu'en fait, au lycée, j'ai été déscolarisé pendant 2 ans. J'étais phobique scolaire, donc je supportais plus absolument d'être en cours, j'avais du mal avec les gens, j'arrivais pas, enfin phobie sociale nouée, tout s'enchaînait et tout était entremêlé. Et quand je suis arrivé à la fac, j'ai dû en fait réapprendre à vivre d'une certaine façon, et la photographie est arrivée comme une sorte de possibilité de toucher les autres. D'accord, et je crois que je me le suis approprié comme ça, tu vois. Une sorte de pont. De pont, ouais, de jonction entre un moment de ma vie où j'étais très très isolé et un moment de ma vie où j'avais besoin de renouer avec les autres. D'accord. Et l'art est arrivé comme ça, ouais, globalement. Mais ça aide beaucoup à s'ouvrir aux autres. Totalement. Je rejoins parce que je suis quelqu'un d'assez introverti aussi de base. J'ai beaucoup de mal à parler aux gens que je connais pas. Et depuis que je fais de la photo, depuis que je rencontre plein de gens, j'ai réussi à soigner ça, mais à faire avec. À apprendre à aller vers les autres, à apprendre à m'ouvrir aux autres, justement. Et maintenant, je suis quelqu'un de beaucoup plus ouverte grâce à la photo, en fait. Ça m'a vraiment aidé, vraiment. C'est une bonne chose, une excellente chose. Ouais, franchement, c'est beau ça. C'est bien, on a plein de mémoire. C'est le pouvoir de. Ah là là, et Thomas il est ému, il arrête de faire des blagues. Ah ouais, c'est là il est sérieux et tout. Ah ouais. Sinon, il y a des trucs fun aussi dans la photo. J'ai des photos de soirée. Est-ce que vous avez des conseils éventuellement à donner à des gens qui voudraient s'y mettre ou qui osent pas ou Pratiquer. Des jeunes. Pratiquer sans s'inquiéter de ce que les autres vont penser, sans se mettre de contraintes. Prendre un appareil photo, même un iPhone, peu importe. Enfin, un iPhone, un smartphone, un truc qui fait de la photo. Quelque chose qui crée une image. Et il faut y aller. Ah oui, ça va aussi. Un insert aussi. Hein. Il faut se lancer, il faut oser, il faut le faire. Je parle en connaissance de cause parce que je me suis retenue longtemps. Et maintenant, je me dis merde, allez, puis merde à tout. Genre et même on y une va. Petite Quoi. 3DS, vraiment, peu importe, ça crée de l'image. Mais ça, c'est valable pour tous les arts en général. Même pour commencer au début, on a juste besoin de savoir ce que c'est de faire la photo. Il faut créer, il faut oser. Dès que quelque chose nous touche, il faut le faire. Voilà. Et puis pour ceux qui veulent continuer à prendre le temps d'avoir un appareil plus tard, mais on peut toujours commencer avant, parce qu'aujourd'hui on a tous un smartphone, enfin pas tous, mais on a tous quelque chose qui pourrait permettre de créer l'image, oui bien sûr. Il faut fouiller dans les greniers, dans les brocantes, même un vieux Polaroid, un vieil argentique, un truc, peu importe. Il faut y aller, il faut le faire. Si t'as envie... écoute, détrompe-toi, hein. J'ai fait la raiderie ce matin et ils se font pas chier les gars. C'est vrai Ah ouais. Ça dépend qui le vend en fait. C'est ça dépend qui le vend. On cherchait un appareil il y a quelques années et on avait trouvé des appareils comme ça à 10 €. Il y a quelques années, mais je te dis, maintenant c'est la grande mode. C'est la grande mode. C'est super tendance, ils spéculent à mort sur l'argentique. Ça peut monter jusqu'à 250 balles pour un truc qui est au bout d'un fond d'un carton. Bah voilà, si t'as besoin d'argent, la poussière. Pour les bons plans, des trucs comme ça, quoi, tu vois. C'est mort. Ou alors aller chez Emmaüs. Ouais, Emmaüs, moi j'ai trouvé pas mal d'appareils chez Emmaüs. Ils ont pas mal de choses. C'est très bon J'ai un souvenir des caisses comme ça remplies d'usages. Emmaüs, eBay aussi. Un Canon 300, c'est quoi déjà 300B je crois le mien. Je crois que c'est un 300B, bref j'ai dû l'avoir, je sais pas, 20 € sur eBay. J'ai pu réutiliser mon 50 mm numérique que j'avais, enfin voilà, j'ai commencé comme ça quoi, clairement. Et ça coûte rien, à l'échelle d'un appareil c'est pas grand chose. Oui, voilà. Ok, Emmaüs, bon plan j'imagine. Ouais, bon plan Emmaüs. Bon conseil. Tu veux un autre conseil sinon, Baptiste? J'aurais pas dit mieux que Marie en fait sur le fait d'oser, de tenter. Peut-être que je pourrais rajouter montrer son travail, ne pas hésiter, même aller voir des professionnels, des artistes. La plupart des gens sont bienveillants, y compris les artistes eux-mêmes. À moins de tomber sur des cons infinis, mais la plupart des gens ça, c'est pas exclu. C'est pas exclu, mais la plupart des gens que j'ai rencontrés étaient super bienveillants, donc
je dirais aux autres Tu de prends ne des pas photos avec ton devoir. iPhone. Mais ça arrive, hein. Ça arrive Oui, d'être bah jugé oui. par des gens. Oui, mais ça c'est complètement C'est- con. Parce que, c'est bah, débile, justement, je c'est pense que débile. le message qu'on peut retenir dans ce que tu dis, c'est que justement, peu importe si tu as un gros appareil, c'est pas forcément C'est pas ça qui va l'appareil qui fait faire la la photo. qualité de la photo. Clairement. clairement. Après, De toute façon, forcément, tu le évidemment sens, que si l'appareil il vaut 3000 balles, il a une qualité de fou, la photo elle va être dingue. Mais il y a des photos qui sont magnifiques, qui ont été prises avec rien du tout. C'est ça. Totalement. On en parlait tout à l'heure, j'expliquais hors micro que l'une des plus belles photos que j'ai faites, c'est avec un vieil appareil photo jetable que j'ai acheté sur une aire d'autoroute parce qu'un coup j'avais oublié le mien. Et je suis hyper fière de cette photo, la preuve qu'on peut faire tout avec tout en fait. C'est ça, c'est ça. Très bien, et bien pour finir ce petit podcast, alors est-ce que vous avez des projets avec une date de sortie ou quoi que ce soit, ou une expo à venir ou un événement? Parce que là, c'est le moment Pas de vraiment, lancer. j'ai beaucoup de travaux en cours, donc ça sera plutôt pour l'année prochaine. Ouais. Pour l'année prochaine. Pour maintenant. Mais Donc, écoute, du coup, ce sont des artistes à surveiller. Pardon, artistes. mais ouais, alors n'hésite pas à nous revenir vers nous et on pourra aussi partager carrément. tes travaux, tout ça. Avec plaisir. Et Marie, Moi c'est assez régulier. assez régulier. Alors voilà, donc du coup, suivez le Instagram de Oui, Marie voilà, qui est Isaac Lovegood. C'est ça. Voilà. On mettra les liens. On mettra les liens. Baptiste a aussi un Instagram qui s'appelle Baptiste Meyer. Point Meilleur, ouais. Point Meilleur. Point Meilleur. Voilà. MY. Et un site internet. Et Marie, tu as une page Facebook, non? Non, enfin j'ai une vieille page parce que pour mon compte Instagram quand je l'ai passé en Professionnel. pro, ils m'ont T'es fait obligé faire de une mettre page. une page Du Facebook. coup, ouais, non, ouais, c'est oui, comme si que j'en nous, avais ça, pas. ouais. C'est Ok, comme ok, si j'en ça avais marche. pas. Restez sur Instagram, c'est très bien. Un Instagram pour Marie, un Ça Instagram marche pour très bien Baptiste. pour moi. Baptiste a aussi un Voilà. site internet. Ouais, c'est un cargo collectif, donc c'est cargocollectif.com/Baptiste attaché remis. On mettra le lien dans la On mettra le lien. On mettra le lien. D'accord. Eh bien, on vous remercie Merci à énormément. vous. à vous. Merci énormément. C'était un Merci plaisir. à l'émission. C'était Voilà, très c'était intéressant. Merci d'avoir fait le déplacement aussi, c'est très important. On a réussi à se caler une date et ça, c'est beau. Donc, vous avez fait, Baptiste va. a fait un effort aussi pour venir de Metz. De Metz, ouais. Mais c'était super cool, ça m'a fait super plaisir de venir parler de photographie. Ouais, c'est très avec- agréable. Avec vous et Marie. C'était Voilà. Beaucoup de bienveillance dans ce podcast. C'est Ah bah, on très, essaye. très on essaye. chouette. C'est ce qui ressort, ouais. Et voilà, On aime se faire des câlins. Après, on se fait des câlins tous ensemble. Allez, du coup, merci d'avoir écouté. Et on espère que Yes. nos invités vous auront aussi autant inspiré que nous. Et on dit au mois prochain pour une émission de Pastavox. Salut tout le monde. Alors avant de couper, J'ai envie de faire j'ai juste, Désolé, aussi. attends. j'ai Bah, juste du coup, une tu vas anecdote. là-bas ou- Enfin, un moment, j'ai voulu le sortir et je me rappelais plus du terme Polaroid. En fait, on disait les moments qu'on garde au Polaroid, les Polaroid, c'est on les garde comme ça et c'est Faut que je les attache d'ailleurs. c'est le souvenir quoi. Ouais, ouais. Et en fait, j'ai pensé que les seuls Polaroid où je suis dessus, c'est des photos de soirée avec mon meilleur pote où on est torché, on a des slips sur la tête.